d'entendre Jean-Charles Puyandre. C'est un ingénieur, un astronome. Il a passé une vingtaine d'années à Hawaï, à travailler avec les images du télescope qui sont là-bas en haute altitude. Et puis il est revenu en Europe où il travaille dans le programme du satellite Euclide. Et il est le constructeur d'images ou le constructeur de sciences, si vous voulez dire. C'est-à-dire que le signal qui arrive d'Euclide n'est pas prêt à être employé. Et c'est le principal constructeur ou décodeur de signal. Et je passe tout de suite à la parole. Merci. Donc, merci de m'accueillir ce matin à l'ULB, à Bruxelles. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, je vais vous parler de l'aventure de la construction de ces images que j'ai produites pour l'Agence spatiale européenne au sein de cette belle mission Euclide. Donc, il y a toute une construction avec un peu un historique que je tâchais de vous donner. Mais comme j'ai l'énorme privilège de pouvoir être au service effectivement de l'ESA pour produire ces images, qui sont un peu en décalage par rapport à la mission propre scientifique de l'ESA, c'est important que je donne quelques éléments de personnel pourquoi je suis là en fait. Donc des fois je repars toujours vers mes influences initiales, donc avec Hubert Reeves que j'ai lu quand j'avais 16-17 ans. Et c'est bien parce qu'il a donné un sens à toute la physique et les maths que j'apprenais à l'école, à l'université, que j'avais parfois un peu de mal à caractériser dans le monde réel. Donc là, je trouvais vraiment grâce à Hubert, j'ai trouvé que j'ai pu rencontrer par la suite, quelque chose qui a cristallisé un peu mes connaissances vers quelque chose qui me motivait. Et ensuite, il y avait David Malin, qui était un astronome à l'observatoire anglo-australien en Australie, qui travaillait sur un télescope de 4 mètres et vous aviez encore des plaques photos à l'époque, mais sur le temps un peu vide, quand il n'y avait pas grand-chose à faire avec leur télescope, ils s'amusaient à faire des images du ciel. Et ces images sont devenues dans les années 70-80, à l'époque où on était passé en transition de détecteurs électroniques de très petits formats, on n'avait pas beaucoup de pixels, donc vous n'avez pas des très belles images. On a eu un creux de belles images du ciel dans les années 80-90, avant que Hubble arrive. Et donc David Malin était ça. Donc c'est ces images, en fait, essentiellement que j'ai vues gamin dans les manuels de physique, etc. Ces images, peut-être vous ne vous rendez pas compte, vous avez vu, c'est David Malin. Donc pareil, j'ai eu la chance de le rencontrer par la suite. Il me connaissait même, c'était fantastique. Voilà. Et puis, il y a Serge Brunier. Serge, c'était, pareil, c'est un ami maintenant, et il était journaliste pour Ciel Espace. Et lui, il se baladait à travers le monde pour prendre des photos des grands observatoires dans les années 80-90. Et donc, j'avais vu quand mes parents m'avaient donné ce magazine, il y avait la comète de Halley qui revenait en 85, je crois. Donc, ils m'avaient donné ce magazine. Et au centre, il y avait ce qui était encore le plus grand télescope français à l'époque, qui était tout nouveau, 85. C'était le télescope Canada-France-Hawaï, dont vous voyez la silhouette ici. Et ce qui était bien avec Serge, c'est qu'il insufflait, il y avait un sens de l'aventure dans la science. C'est ça qui m'avait marqué. Donc vous avez les différents éléments avant, mais là il y avait souvent de l'aventure. Moi j'ai envie d'aller travailler à Hawaï sur un télescope. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc maintenant on passe je reparlais quelques mots sur le CFH, on est là pour parler d'Euclide. Donc là on va parler de la science Euclide, mais il faut savoir que l'Agence spatiale européenne c'est une entité très très grande qui fait beaucoup de choses. 15% seulement est une activité liée à la science, à la recherche fondamentale, avec des missions scientifiques très variées qui explorent le spectre électromagnétique complet, depuis les rayons gamma jusqu'aux ondes les plus élevées. Vous avez un diagramme ici sur les différentes missions. Il faut juste garder à l'esprit que ce dont je vous parlais aujourd'hui, c'est juste une toute petite fenêtre. Euclide répond à un besoin scientifique donné à travers l'exploration d'une toute petite sous-fenêtre dans le spectre électromagnétique qui est à peu près au milieu. Je crois que Euclide, il n'est pas encore lancé. Et où est-ce qu'il est, Euclide, d'ailleurs? Vous le voyez voilà. Et donc, voilà, on est pas loin de Hubble, etc. Donc, c'est ça. Donc, quand vous montez une expérience de ce type, c'est le budget de l'ordre du milliard d'euros. Vous ne pouvez pas dire on va faire un télescope et on va faire des images, on verra bien ce qu'on trouve. Il faut avoir vraiment quelque chose, une motivation première. Et donc la motivation première, c'est le plus grand problème de la physique contemporaine, c'est la nature
de l'énergie sombre. Le budget global de l'univers est dominé par l'énergie sombre qui a été découverte en 1998 par deux équipes qui étaient en compétition, qui ont toutes les deux obtenu le prix Nobel pour cette découverte. Et depuis, il ne se passe pas grand-chose en fait. C'est assez incrémental. On arrive à mieux définir nos quelques paramètres cosmologiques, mais ça demande, comme on avait prévu à l'époque, d'aller de plus en plus vers des missions de précision, de mesures de précision. On est vraiment dans une ère de la cosmologie dite de précision, où vous passez beaucoup de temps et d'argent et de temps de chercheurs à réduire vos barres d'erreur sur vos mesures, sur vos paramètres. Et Euclide, c'est ça. Et principalement, la mission d'Euclide, c'est de sonder un gros volume de l'univers pour obtenir des caractéristiques vraiment très avancées sur à peu près 2 milliards de galaxies. Ça vous donne une information, en fait, que vous pouvez décoder indirectement d'une influence de l'énergie sombre sur la manière dont elles ont évolué dans le temps. Et ça vous réduit aux barres d'erreur. Donc, comme disait Jérôme Amiot, qui était mon collègue, il était ingénieur système de la mission CEA, ça fait hurler les scientifiques, mais Euclide, essentiellement, c'est une mission de calibration. On fait de la calibration, on fait des choses comme ça. Ce n'est pas une mission de découverte. Mais comme je vous l'expliquais, c'est qu'Euclide, comme c'est un beau fil à lumière, il peut faire beaucoup plus de choses que juste ça. Mais c'est principalement la mission. C'est pour ça que l'Agence spatiale européenne insiste toujours dessus. C'est pour ça que notre collaboration scientifique, le consortium Euclide, insiste toujours là-dessus. C'est ce qu'on appelle la science cœur de la mission. C'est tout ce qui touche à l'énergie sombre et la matière noire. Les deux sont interliés. Voilà, ça vous donne le contexte de comment on a obtenu ce financement. C'était la motivation, c'est le plus grand problème d'astrophysique, et même pour beaucoup de la physique moderne, l'énergie sombre. Et donc pour répondre à ça, il faut du monde, il faut collecter quand même beaucoup de compétences et également une bonne dynamique de groupe. Donc là vous avez l'ensemble des pays qui sont associés à la mission. Au fil du temps, comme on a une dépendance avec des télescopes au sol, parce que Euclide ne peut pas tout faire de l'espace pour cette mission, il y a des compléments sol dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, même si ça a été une grande partie de mon travail cette décennie passée, par exemple, je suis allé au Japon et j'ai réussi à impliquer les Japonais, les Hawaïens, les Canadiens. Il y a tous ces pays qui ont contribué, pas directement aux données spatiales, mais par des données sol qui sont présents. Au final, ça vous donne un ensemble d'à peu près 2000 scientifiques et 300 laboratoires, beaucoup de monde. C'est très lourd, pas facile tous les jours de gérer quelque chose de cette taille, aussi diversifié en termes de compétences, de localisation, de culture et également de décalage horaire. C'est juste de faire fonctionner quelque chose d'aussi considérable et difficile. Comme la France domine les contributions en termes de construction d'instruments, le management du projet, etc., le lead est français, c'est Yannick Mélier de l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc moi je suis astronome de l'université Paris-Saclay, vous avez ces petits logos en bas à droite, et je suis en poste au CEA de Paris-Saclay. Et donc notre laboratoire, en particulier, à travers tous les laboratoires que vous voyez là, c'est celui qui a la plus grande application de manière générale dans la mission. On a construit des parties de l'instrument VISE, qui est la caméra optique dont je vais vous parler. Il y avait beaucoup d'aspects de management qui étaient gérés par notre labo, beaucoup d'éléments également scientifiques. Donc en fait, au CEA, on a le spectre complet depuis la construction. Je vous ai mentionné Jérôme, on avait toute la partie système aussi. On était en charge de la gestion de l'équipe système. Voilà, c'était très riche et donc ça a été une expérience fantastique de contribuer. Dès le début, quand je suis arrivé en 2014, la mission a été financée en 2012. Donc je me suis joint à la mission depuis Hawaï en 2013. Je commençais déjà à travailler sur les contributions sol. Et puis donc on a vu tout ça se développer. Donc le projet est né il y a 20 ans en termes d'idées. Découverte de l'énergie sombre, les gens réfléchissent, disent la mission ultime pour vraiment mieux contraindre l'énergie sombre, c'est une mission spatiale avec un signal d'une pureté parfaite, avec je vous parlais de ce que ça veut dire de construire un télescope pour cette mission particulière. Donc voilà, il y a 20 ans, les gens disent on va faire une mission spatiale. Alors ça a pris des chemins très détournés, il y a eu des différents obstacles compliqués. Il faut voir que le taux de pression, quand vous soumettez une proposition à l'ESA pour obtenir à peu près 1 milliard d'euros, le taux de la compétition était de l'ordre de 60. Il y avait 60 propositions. Et donc vous allez à travers ces différentes phases de sélection.
Et au final, Euclid a gagné pour la mission M2. On est là, dans ce programme qui va contenir 6 ou 7 missions. On est le numéro M2. Et donc on a été financé en 2012. L'ESA est bien sûr le contributeur principal, celui qui va parler à l'industrie. C'est Airbus et Thales qui ont principalement dominé la construction du télescope et des optiques. Fabuleuses optiques. Et donc, vraiment, l'ESA reste tout à fait logiquement le maître d'œuvre de ça. Néanmoins, le consortium a produit les 2 instruments dont je vais vous parlais. Et donc, c'est un peu hybride, parce qu'on voit d'autres missions où l'ESA prend en charge complètement avec l'industrie la construction d'un télescope. Là, c'était plus varié. Quelques petits problèmes géopolitiques font qu'on a dû passer d'une Soyuz à une SpaceX. Ça s'est bien passé. Et donc, ça, c'était en 1er juillet 2023. Et quelques mois plus tard, donc c'est là que je commence à intervenir aussi au niveau de ces images, on avait la première image en novembre 2023 qui indiquait au monde que Euclid fonctionnait. Voilà. Donc là, vous avez plus de 20 ans en accéléré. Là, je vous donne un aperçu d'un squelette de la structure du télescope. Et je vous montre juste ça sans commenter plus. C'est que ce qu'il faut voir, c'est qu'au fil des 12 ans, en sachant qu'il fallait lancer à un moment donné, c'est que vous allez avancer dans la conception du télescope, mais que ce télescope il est complètement unique dans sa conception optique, sur les choix qui ont été faits. Et toujours, le choix allait à s'assurer qu'on allait pouvoir mener cette science fondamentale au cœur de la mission. Même si on va faire de la physique stellaire, même si on va étudier les galaxies, etc., tous ces programmes astrophysiques bénéficient de ce qu'on fait pour étudier l'énergie sombre, mais dès qu'il y avait un choix technique difficile à faire ou financier, où il y avait des choses, toujours on se pose la question, qu'est-ce qui est bon pour le premier but de la mission? Voilà. Et donc là, ça a toujours été des discussions intéressantes avec l'Agence spatiale européenne, de dire qu'est-ce qu'on fait. Et donc quand vous voyez ce télescope, il est vraiment conçu pour faire bien une chose. Alors, donc, on a, comme je dis, c'est un télescope qui voit large. Le problème, c'est que si vous voulez réduire ces fameuses barres d'erreur sur l'énergie sombre, il vous faut des échantillons importants. C'est fini l'époque où un astrophysicienne regardait une galaxie. Alors, il y en a qui essaient encore, mais bon, on peut plus passer du temps. Maintenant, c'est la loi des gros chiffres. Donc, il faut, à un moment, on est passé à des millions de galaxies comme échantillons. Maintenant, on en a des milliards de galaxies. C'est ça qui va vous permettre de vraiment contraindre mieux vos systématiques, de comprendre un peu comment votre signal est affecté par différents problèmes. Et donc, quand vous dites, voilà, il nous faut, si vous faites votre règle de 3, en gros, dire, d'accord, là j'ai le barre d'erreur de temps, je veux arriver de là, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on regarde tous les jours, il y a une théorie fumeuse qui sort sur, oui, alors l'énergie sombre, c'est ça, et alors le problème, c'est que à partir du moment où vous avez des barres d'erreur grandes, ouais, forcément vous pouvez passer beaucoup de théories avec des modèles d'univers qui vont rentrer après dans cette chose-là. Mais idéalement, ce qu'on veut, c'est, comme l'observation, c'est la réalité, c'est la vérité, c'est l'observation, elle va nous donner ça. À partir du moment où vous avez un télescope qui capture honnêtement l'univers, une observation va vous donner une vue précise et ça va raffiner votre modèle. Et à partir de ces modèles, vous allez pouvoir, les théoriciens vont pouvoir raffiner et donner des choses qui sont plus réalistes. Voilà, donc c'est toujours ce problème de fermer la boucle entre observation, théorie, modélisation, etc. Et donc, dans le cas d'Euclide, on savait qu'il fallait à peu près 2 milliards de galaxies. C'est le chiffre canonique. Et donc, on regarde, d'accord, pour avoir 2 milliards de galaxies, qu'est-ce que ça prend? Il dit, bon, il faut observer tout le ciel. Le problème, c'est que je vais l'expliquer, on ne peut pas avoir tout le ciel. Le ciel extragalactique, il est assez limité, en fait, parce qu'on vit, dans notre propre galaxie. Mais c'était clair que, également, 2 milliards de galaxies, c'est beaucoup. Et un budget d'une mission, ça ne peut pas durer 30 ans. Vous avez également une obsolescence de la pertinence scientifique de ce que vous allez faire. Donc, il faut aller vite. On ne peut pas aller ultra vite. Mais donc, dans ce cas-là, on s'est dit, bon, ok, 6 ans, ça semble être le bon équilibre. Donc tout le budget, c'est pareil, l'ESA a un budget pour faire tourner le télescope. Il y a des gens qui travaillent tous les jours à Darmstadt et à l'ESAC à Madrid pour faire tourner tout ça. Donc ça coûte. Hein. Donc il y a un coût d'opération, il y avait le coût de construction, il y avait le coût d'opération. Donc tout ça, c'est tout un ensemble qui fait qu'au final, on est arrivé à ces fameux 6 ans d'opération. Et quand vous prenez tout ça ensemble,
ça vous donne une idée que le télescope, c'est un télescope qui doit voir large. C'est pour ça que j'ai mis ça. Il doit capturer beaucoup de ciel d'un seul coup. C'est pour ça qu'on a ces fameuses caméras panoramiques qui capturent en un seul pointé, c'est certaines images dont je vous parle aujourd'hui, mais auront une quantité phénoménale d'informations et des millions de galaxies d'un seul coup. Pour qu'au final, et donc là je vais revenir plusieurs fois parce que le gros splash arrive là, ce mercredi. J'ai fini hier les dernières contributions à l'ESA pour des nouvelles images. On va mettre en avant ce côté qu'on a, je crois que là on libère 0,5% ce mercredi, 0,5% de ce que sera l'échantillon final. Et quand vous allez regarder ces images mercredi, gardez à l'esprit que même dans l'ensemble, ça reste que 0,5% de ce qu'on est en train de faire, ce qui est assez considérable. Voilà, donc il y avait également le côté, on a deux caméras donc, de panoramique, donc avec beaucoup de pixels, donc il y a les specs techniques qui arrivent là. Et en termes d'information, c'est important d'avoir un pied dans l'optique et le proche infrarouge, parce que c'est par rapport à la gamme de distance qu'on cherche à observer, c'est optimal en fait, en termes de physique de galaxies, de ce que vous cherchez à voir. En gros, si vous regardez l'évolution de l'univers depuis 13-14 milliards d'années, milliards d'années, oui, c'est ça, vous aviez un univers d'abord qui était dominé par la masse, donc qui était en expansion, puis ça se ralentissait, puis à un moment donné, on voit clairement une transition où l'énergie sombre prend le dessus et il y a une accélération de l'expansion de l'univers. Donc vous avez un aspect où ça ralentissait, puis ça commence à accélérer. Ce niveau de transition, c'est autour d'un chiffre de 1, c'est près de 10 milliards d'années de temps. Et donc c'est cette période de temps particulier sur laquelle Euclide se concentre. On veut acquérir ces fameux 2 milliards de galaxies dans cette échelle de distance. Et quand vous regardez le flux, le pic de flux de ces galaxies à cette distance, eh ben, il s'avère que c'est dans le domaine optique infrarouge que vous avez capturé le mieux. D'où ces caméras. Voilà, donc tout est lié. Alors on a également un spectrographe à bord, parce que Euclide, c'est le mariage de deux missions d'énergie sombre, et une qui était française, qui s'appelait Dune, et l'autre qui était italienne, qui s'appelait Space. Et l'ESA a dit, bon, vous êtes très bien tous les deux, faites-en une seule mission. Donc c'est devenu beaucoup plus compliqué, c'est pour ça qu'on a eu de nombreux retards. Mais il y a également une sonde spectroscopie, où moi je vous parlais surtout de l'imagerie, qui est ma spécialité. Mais il y a également un spectrographe qui vous permet de faire des mesures ultra précises. Et là, l'idée, c'est de sonder le volume d'univers un peu plus proche, parce qu'il vous faut des objets un peu plus brillants quand vous faites de la spectroscopie, évidemment. C'est moins sensible que l'imagerie. Et là, on utilise une autre signature de l'énergie sombre qui se manifeste par une distance typique entre les galaxies. Si vous voyez, c'est un peu hors sujet par rapport à aujourd'hui, mais il y a d'autres. Il faut voir que l'énergie sombre, elle se manifeste de différentes façons. Il y a différentes sondes, comme on les appelle. Euclide a choisi deux sondes principales qui sont l'optique gravitationnelle, donc l'effet très subtil sur ces 2 milliards de galaxies. Vous mesurez des formes, etc., et la mesure des formes va vous permettre indirectement de comprendre comment cette forme a été influencée par l'influence de l'expansion de l'univers sur les grandes structures. Et vous avez la spectroscopie qui, elle, est sur la distance propre des galaxies entre les structures, au sein des structures. Voilà. Alors moi, comme on disait tout à l'heure, moi je suis astronome, je bricole, et donc je construis des instruments, je collecte le signal, et après je laisse les astrophysiciens et théoriciens faire le boulot. Donc on a un télescope de 1,2 mètre de diamètre, ça semble pas beaucoup, mais c'est énorme en fait pour un télescope spatial, surtout de la qualité optique d'Euclide. On a un champ de 0,5 degrés carrés, donc vous avez la taille de la Lune là. Donc ça vous couvrait 2,5 fois la taille de la Lune. Donc on a pu la voir hier soir, hein, d'accord. On comprend que c'est un événement ici. Donc ça vous donne une idée. Si vous prenez votre pouce, vous avez une idée de la taille. Et donc chaque fois que Euclide passe un peu de temps sur le ciel, il va récupérer la quantité d'infos que vous voyez. Donc c'est une quantité d'informations colossale en relativement peu de temps. C'est ça la force des caméras panoramiques. On a une résolution de l'ordre de 0,14 arcs-secondes. Hein, sachant que du sol, les meilleurs sites au sol, par exemple Hawaï, où j'étais effectivement, vous arrivez à typiquement 0,5, 0,6 arcs-secondes de résolution. Donc voilà, ça c'est la puissance du spatial de faire ça.
On est dans l'infrarouge parce que quand vous êtes dans l'infrarouge, vous n'êtes pas aveuglé par le ciel nocturne. Le problème, c'est que du ciel nocturne, depuis la Terre, vous ne pouvez pas faire de l'imagerie grand champ. Ça ne marche pas. On a essayé, vous êtes aveuglé littéralement comme en plein jour. Et il faut voir que dans l'espace, le ciel n'est pas noir, je vais l'expliquer dans une seconde, mais il est quand même 300 fois moins brillant que depuis la Terre. Et donc ça vous donne un énorme pas en avant. C'est-à-dire que le télescope, il a beau faire que 1,2 mètre, il vaut tous les télescopes les plus grands du monde en termes au sol, parce que le fond de ciel, il est beaucoup plus bas. Voilà, et donc pour avoir les meilleures conditions, on est localisé à L2, donc qui est aligné avec le Soleil et la Terre, et puis le télescope, il suit la Terre en fait pendant tout son tour autour du Soleil. Et donc on communique tout le temps, on est tout le temps en communication avec le télescope. On a une antenne spécialisée en Amérique du Sud qui récupère l'information, et ensuite c'est transféré jusqu'à Darmstadt en Allemagne, puis ensuite transféré à Madrid. Donc voilà, c'est ce petit chemin. Et donc je crois que les chiffres, c'est 100 gigas par jour. Il y a 100 gigaoctets qui descendent du télescope, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre chaque jour. Parce que de nouveau, ce sont des grosses caméras. Et donc on transfère tout ça. Alors, comme je vous l'ai expliqué, c'est une mission qui a pour but de traquer l'énergie sombre. Mais comme c'est des instruments panoramiques et que c'est de l'imagerie, maintenant je ne vais plus vous parler de la spectroscopie. Un jour, vous aurez peut-être sûrement quelqu'un qui pourrait venir vous parler de la spectroscopie. C'est un domaine fascinant également. Mais quand vous prenez une image, tout ce qui est sur la ligne de visée va être accrété. C'est pour ça que j'appelle ça un Euclide, comme tout autre télescope qui fait de l'imagerie, c'est des beaux filets à la lumière. Et donc, même si vous observez vos galaxies jusqu'à 10 milliards d'années de distance, on a des quasars, choses comme ça, vous attrapez également tout ce qui est en avant-plan. Donc vous allez de l'univers proche, notre galaxie, l'univers, le volume proche, le volume local, le groupe local, les mégastructures locales, et puis ensuite vous commencez à sonder les structures un peu plus distantes, mais vous attrapez tout. C'est pour ça que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais sur les 1500 scientifiques qu'il y a dans le consortium Euclide, la majorité sont des scientifiques qui sont intéressés qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas intéressés par l'énergie sombre, qui sont intéressés par la physique des galaxies, la physique stellaire. Donc c'est un télescope qui va servir beaucoup de gens, et donc on appelle ça peut-être faussement la science legacy, c'est-à-dire que c'est la science non cosmologique. Mais c'est clair que, vu le niveau de compétition qui existe au niveau de la traque de l'énergie sombre à travers le monde, il y a le LSST qui va commencer bientôt, il y a Roman de la NASA qui va être bientôt lancé, il y avait d'autres. C'est un projet tellement fondamental, un problème tellement fondamental de la physique contemporaine, c'est que forcément tout le monde y est dessus. Donc Euclide n'est absolument pas unique dans sa chasse à l'énergie sombre. Par contre, il est unique par ses capacités à capturer l'univers d'une façon donnée, avec ces instruments que personne d'autre n'a, avec un environnement que personne d'autre n'a. Et donc là, les astrophysiciens de tous les pays qui contribuent à Euclide le savaient, ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cet intérêt très tôt, de dire, waouh, on a un télescope qui est tellement novateur que c'est clair que c'est un peu comme Hubble à ses débuts. C'est quoi qu'il fasse, quoi qu'il regarde, on va avoir des choses nouvelles. Et c'est ça qui m'a motivé avant tout. Je ne suis pas un cosmologiste, moi je m'intéresse plus à la physique des galaxies, c'est mon domaine de prédilection depuis toujours, les halos noirs, etc. Donc ça reste lié à l'énergie sombre, etc. Mais indirectement. Et on savait que si on a un télescope qui est vraiment unique, on va avoir des choses nouvelles. Donc moi j'ai l'énorme privilège d'être un des premiers à voir ces images. Ok, donc je sais qu'avant tout, il faut qu'on partage la beauté de l'univers, mais je suis toujours comme ça en train de regarder, est-ce que je vois quelque chose que je n'ai jamais vu avant? La réponse est, oui, j'ai vu des choses, mais je ne peux pas vous le dire. Voilà. Alors, notre galaxie, donc comme je disais, il faut, pour avoir des gros échantillons de galaxies, de galaxies très lointaines, on parle des galaxies qui sont tellement loin que c'est des tout petits blobs sur le ciel, on va en voir tout à l'heure. Eh bien, le problème, c'est qu'on vit dans un système planétaire, le système solaire, qui lui-même est dans une galaxie. Donc, si vous voulez regarder l'univers extragalactique, il faut d'abord regarder au-delà de vos systèmes planétaires et au-delà de votre galaxie. Là, j'ai un peu exagéré ce qui est gênant, en fait. C'est que vous voyez déjà la galaxie, ça c'est une projection, donc c'est le ciel complet. Je ne sais pas si vous êtes familier avec une projection
elliptique du ciel complet, mais c'est une sphère. En gros, si vous aplatissez une sphère sur une surface plane, vous obtenez cette ellipse. Et donc voilà, c'est le ciel complet. Et donc c'est dominé par un plan qui est la galaxie. On est dans une galaxie spirale, vous la voyez vue par la tranche. Cette galaxie spirale, c'est quoi? C'est une collection d'étoiles et du gaz, principalement du gaz d'hydrogène, mais il y a également, lié à l'évolution stellaire, beaucoup de particules, des poussières, etc. Et donc ça, je les ai matérialisés avec la signature de la carte de la mission Planck de l'ESA, qui a donné une très belle carte des poussières dans notre galaxie. Donc ce que j'ai en marron là. Donc ça, c'est essentiellement si vous regardez trop près du plan de votre galaxie, vous allez être affecté par de la poussière qui vous bloque la vue, ou qui au moins rougit, ça va atténuer. Donc ça, c'est pas bon. Quand vous faites de la cosmologie, ça altère votre signal. Donc il faut quand même éviter ça. Ensuite, vous avez cette bande un peu tordue là, et ça, elle n'est pas tordue dans le fait, mais c'est la lumière zodiacale. Donc je ne sais pas si combien d'entre vous ont vu la lumière zodiacale pour de vrai. Moi, quand j'étais au sommet du Mauna Kea à 4000 mètres d'altitude, si vous attendez 20 minutes après le coucher de soleil, vous pouvez voir cette énorme pyramide dans le ciel. Et ça, c'est le fait que vous avez un nuage de poussière dans lequel baigne la Terre, hein, et toutes les planètes jusqu'à, je crois, c'est Jupiter. Et donc c'est apparemment un résidu, tout un réservoir de poussière lié à des collisions entre astéroïdes, a priori, puisqu'il continue à perdurer dans le temps, hein, depuis des milliards d'années. Et donc ce qu'on voit, c'est que quand vous avez des poussières dans l'espace et que vous avez une grosse étoile qui s'appelle le Soleil à côté, ça diffuse. Et donc depuis la Terre, on peut la voir après le coucher de soleil, parce que le soleil est couché, donc vous voyez cette espèce de diffusion, parce que le soleil est juste là en train de les illuminer, la lumière revient vers vous, donc vous le voyez, vous êtes en obscurité, donc vous avez un bon contraste. Quand vous êtes dans l'espace, c'est la seule... à partir du moment où vous avez bloqué la lumière du soleil dans votre dos, comme c'est le cas de Klee, il a toujours le soleil dans son dos, il a un énorme écran solaire. Et la lumière ambiante dans laquelle il baigne, c'est ce qu'on appelle la lumière zodiacale. C'est ce que j'ai représenté avec ce faisceau là blanc qui tord l'image. Et donc le ciel dans l'espace n'est pas noir. On a un fond de ciel qui est à peu près comparable en termes de brillance en absolu à ce qu'on aurait sur Terre autour de 500 nanomètres. Donc c'est pas dans l'espace, il y a une fausse idée répandue que le ciel est complètement noir. Pas du tout. Il est même assez brillant en fait. Même, en tout cas, à ses longueurs d'onde optiques et proches infrarouges. Et donc ce nuage de poussière, ce disque zodiacal, hein, qui est donc ce plan dans lequel se baladent les planètes, hein, il est assez épais. Et donc, quand vous regardez, si vous voulez l'éviter, il faut regarder en perpendiculaire à ça. Idem pour la galaxie, et il faut également éviter les poussières. Donc, vous évitez les étoiles de la galaxie, trop de densité stellaire, vous évitez trop de densité des poussières, vous évitez la lumière zodiacale. Et au final, il vous reste ce qui est noir, ce qui est plutôt noir dans l'image, là. C'est ça le ciel extragalactique. C'est là où vous allez pouvoir pointer votre télescope et où vous allez pointer à partir du moment où il n'y a pas une étoile brillante qui s'avère être proche, qui est dans votre champ de vue. C'est là que vous allez avoir la plus haute densité de galaxies lointaines, parce que vous n'allez pas être aveuglé par votre galaxie. Et donc ça explique cette carte que j'ai faite pour la mission, qui montre en bleu les zones qui vont être couvertes au fil des 6 ans. Et en jaune, vous avez les 3 zones qui correspondent à des zones qu'on va revisiter 40 fois au fil des 6 ans, et donc qui vont devenir ce qu'on appelle nos champs profonds. C'est d'eux dont il est question mercredi prochain. On va montrer juste un passage simple sur ces zones, mais au final, ce sont des champs très très profonds. Voilà, donc maintenant on passe à un peu vous avez vu le contexte général de la mission, comment ça fonctionne. Donc là, je vais vous parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé au niveau des images, et j'ai quelques échantillons que vous pourrez venir voir tout à l'heure ici, et qu'on va voir à l'écran, sur la notion que l'Agence spatiale européenne a donc créé cette mission qui a pris du temps, qui a coûté cher, et ils se sont rendus compte très vite que la science de l'énergie sombre, ça va prendre du temps, littéralement ça peut prendre 6 ans à vraiment réaliser notre but complet. En termes de justification de financement, de justification des actions, etc., de tout ça par rapport à vous, contribuables européens, c'était important de pouvoir montrer très vite que Euclide fonctionne bien et qu'il marche bien. Et donc dans les années, je crois que c'est même dans l'année qui a précédé, il y a eu cet intérêt de René Laurège, qui était notre project scientist au niveau de l'ESA,
dire il faut qu'on trouve un moyen d'alerter le monde que Euclid fonctionne très très vite après le lancement. En tout cas, c'était le souhait de la direction à l'ESA. Donc on se dit, bon, bah, on va... Et en plus, ils savent, et vous le verrez de nouveau dans les images qui seront libérées mercredi, c'est pas facile de faire des belles images avec des champs cosmologiques, parce que forcément, vous n'avez que des toutes petites galaxies sur un fond noir. Donc, moi, au fil des années, je n'étais pas innocent là-dedans, je lui avais donné ce calendrier que je produis depuis maintenant 25 ans avec le télescope d'Hawaï, et je disais à René, je pense que Euclid, il va pouvoir vraiment bien marcher à faire ce genre de choses, c'est des belles galaxies, etc. Alors, il n'y a rien de nouveau, hein. Dès que vous avez un télescope que vous mettez sur le ciel, forcément, on va faire une image. Mais quand vous avez affaire à des mosaïques de détecteurs, alors là, c'est vraiment un tout autre monde, parce que tout devient compliqué. Je vais vous mentionner quelques aspects là-dessus. C'est là que l'expertise part. Donc, il faut voir qu'il y a la mission, comme j'ai expliqué, il y a une partie énergie sombre, et donc pour traquer l'énergie sombre, il vous faut traiter le signal de manière très particulière. Donc, le consortium Euclid, dès le début, a conçu toute une machinerie de traitement du signal, dont le but principal, c'est de s'assurer qu'au final, les résultats seront précis, propres et sans zone d'ombre, on va dire. Mais à aucun moment dans leur pipeline, dans cette chaîne de traitement, il est question de faire des belles images du ciel. Zéro. Forcément, ce n'est pas de la science. Et donc, l'ESA s'est rendu compte de ça. Ils disent, zut, alors, en 3 mois, il n'y a aucune chance qu'on puisse mettre quelque chose en place. Et donc là, c'est là qu'ils m'ont démarché 6 mois à peu près avant le lancement. Et je dis, mais oui, avec plaisir. Donc, il y a cet effort dont je vous parlais à présent, qui est complètement décalé par rapport à l'effort principal de la mission. Et le but initial, c'était, on va faire des belles images, on va impressionner tout le monde, on va montrer que Euclid, c'est un beau télescope. Allez, hop. Et au final, c'est que, néanmoins, René Lorège, il pensait que on ne voulait pas le faire comme la NASA pour le Webb Telescope, où ils ont relâché peut-être trop vite les premières images, et il y a eu un certain nombre d'articles qui sont sortis qui n'étaient pas, effectivement, qui étaient faux, littéralement, parce qu'il y avait trop de compétition, c'était pas suffisamment bien calibré. L'ESA voulait être beaucoup plus rigoureuse, et donc a décidé de promouvoir un choix d'objets du ciel qui serait associé à un programme scientifique. Donc on a fait appel au groupe du consortium Euclid, et donc là vous avez une énorme gamme de compétences. Et on a dit aux scientifiques, donnez une idée de faire une observation qui fera une belle image, et en plus qui fera un article scientifique utile qui nous permettra d'illustrer à court terme. Et donc ça c'était dans l'année, donc c'est sorti en mai, donc vous voyez un peu moins d'un an, dans l'année qui suit le lancement, qui permettra de faire des publications qui démontrent la capacité d'Euclid à voir l'univers comme nul autre télescope avant. C'était un peu l'idée de la demande, de la proposition de temps. Donc moi, je suis impliqué pour faire les images, mais avec ma compétence de scientifique également, donc j'ai fait une demande, moi c'était sur l'amas de Persée, que vous verrez tout là-bas. Et il y a des collègues qui sont venus avec des zones de formation d'étoiles, il y avait des galaxies, il y avait des amas de galaxies avec du lentillage gravitationnel. Bon bref, il y avait une quinzaine de propositions. Et donc le comité de sélection a dit on va faire ça. Et l'idée c'était on va prendre une ligne narrative qui est Euclid observe l'univers de plus en plus lointain. Donc on va commencer par le voisinage de la Terre, donc ça a été les zones de formation stellaire, on est littéralement dans notre galaxie, et ensuite on va s'éloigner. C'est l'histoire que je vais vous raconter à présent à travers ces images. Et donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est cette illustration à M. Budassi que j'avais trouvé. C'est quand j'expliquais à l'ESA qu'est-ce qui marche visuellement, qu'est-ce qui ne marche pas. De nouveau, la raison, c'est parce que j'avais 25 ans d'expérience avec le CFH pour voir qu'est-ce qui plaît au public. J'ai de nombreuses présentations comme ça sur des images, des animations, des films, etc. Qu'est-ce qui fait vibrer, qu'est-ce qui fait réagir le public. Donc c'est un mélange subtil de qualité d'image, de couleurs, de choix de sujet. Enfin bon, il y a plein de paramètres qui viennent en jeu. Mais clairement, il faut quelque chose quand même qui soit raisonnablement photogénique et qui remplisse votre champ de vue. Ça, c'était l'idée de base. Et donc, quand vous regardez ce qui existe dans l'univers, à la capacité d'Euclid, là, vous avez une vue logarithmique du ciel. Et vous commencez par le système solaire, ensuite vous avez
vous avez l'univers proche, la galaxie, puis le volume proche, on voit des galaxies, des nébuleuses. Puis après, il faut vraiment aller plus loin pour commencer à voir l'univers lointain, les grandes structures. Les grandes structures, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez capturer littéralement en termes d'image. Et donc, ça veut dire qu'il fallait vraiment prendre des propositions qui sont axées sur la galaxie, notre galaxie, ou le volume proche, ou des amas relativement grands mais proches. C'est pour ça que tout ce dont je vous parlais à présent est assez orthogonal par rapport au signal principal de la mission, qui sont ces 2 milliards de galaxies. On les a utilisés comme fil conducteur, mais ce n'est pas ces images. Ça, c'est pour mercredi, vous regarderez. Voilà, donc on a fait ça. Donc ça, c'était le grand défi pour moi, c'était de partir littéralement des données brutes de la mission dès août 2003. Donc je suis arrivé à l'ESAC à Madrid 1 mois après le lancement. Et littéralement, ils m'ont donné un disque USB. Ils m'ont dit, voilà, ça c'est tout ce qu'on a appris depuis 2 semaines. Et puis chaque jour, on me ramenait, on échangeait le disque USB, on me donnait un peu plus. Et il me dit, voilà, fais des belles images. C'était un peu comme ça s'est passé. Et donc j'avais quelques mois en partant de zéro. Enfin, je ne partais pas de zéro parce que j'ai quand même toute une compétence liée au CFH. Voilà, donc ça c'était en 2023, novembre 2023. On a annoncé au monde, voilà, il y a un nouveau télescope dans le ciel, c'est Euclide. Il fait des belles images. Et au fait, on a un très très beau programme scientifique. Donc ça a plutôt bien marché. Donc l'ESA passe des contrats avec des sociétés qui font des analyses d'impact à travers les médias traditionnels et également les réseaux sociaux. Et donc vous avez ce qu'on appelle le taux d'exposition. Donc j'ai pris cette photo d'un collègue qui est du Japon, quand vous êtes au Japon, vous avez des écrans dans les bus. Et donc, par exemple, il montrait, il y avait une des galaxies, celle qui est là, qui était à l'écran. Et donc, si vous savez que ça va circuler pendant 2 ou 3 jours dans le bus, vous connaissez les heures d'affluence des bus, vous savez combien de personnes il y a dans le bus. Voilà, la compagnie, elle dit, bon, ben voilà, là, vous avez un taux d'exposition de, je sais pas moi, 6000 personnes dans ce cas-là, sur cette ligne. Et ensuite, vous accumulez comme ça, sur cette même idée, à travers tout ce qui se passe dans le monde, sur les différents médias, et particulièrement les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'ils arrivent à ces chiffres absolument spectaculaires, où là on a à peu près 3 milliards à peu près en termes d'exposition possible. Ça ne veut pas dire les 3 milliards de personnes où finalement on est arrivé au tiers de l'humanité, quelque chose comme ça, ont vu ou savent que c'est Euclide, mais au moins ils ont été dans un volume où ils ont pu être sensibilisés à ça. C'est un ordre de grandeur qui vous donne un taux de succès de l'effort médiatique. Voilà. Et quand ça s'est passé, l'ESA a pris note, parce que c'était complètement nouveau pour eux d'avoir quelque chose. Et la raison, c'est parce qu'ils avaient pour la première fois des images de ce type qui permet vraiment de faire vibrer un peu le public. Et ensuite de leur parler de quelque chose de compliqué. Donc ça c'était un point qu'on a retenu au niveau des médias traditionnels, c'est que les journalistes ils ont bien compris que c'est pas juste une belle image, c'est une belle image qui permet d'aller parler d'une science plus compliquée, qui est l'énergie sombre. Et ça c'est un plaisir pour nous de voir systématiquement cet angle. Euclide c'est ça, mais il fait également ça, et ça c'est tout ce dont je viens de vous parler là. Alors, il y a eu la tête de cheval, donc je vais vous parler un peu plus en quelques détails à présent. Ça a été vraiment l'élément de référence, c'est celle qui a le plus marché, parce qu'elle est visuelle, elle évoque quelque chose. Souvent, ces images, ça a été toujours mon cas avec les images du CFH, ça peut intimider les images du ciel, si on n'est pas habitué, c'est tellement exotique en termes de contenu. Les gens ont du mal à trouver, à se lier vraiment physiquement, émotionnellement ou humainement, enfin, il y a plein de choses. Qu'est-ce que c'est que cette chose complètement mystérieuse? Et donc, si vous avez comme une silhouette d'un hippocampe ou d'une tête de cheval qui apparaît dans l'image, les gens raisonnent plus facilement. Donc, c'est pour ça et là, en plus, là, même si elle est très connue, je pense que c'est la nébuleuse une des nébuleuses les plus connues, c'est que la physique du grain et la physique du signal, je vous parlais de ça quand je parle de la couleur des images, pourquoi elles sont comme ça, c'est que Euclide, il observe dans des longueurs d'onde ou une combinaison de longueurs d'onde qui n'ont jamais été explorées avant, même par Hubble. Et donc ça donne une palette vraiment unique. Et donc ça aussi, ça a résonné différemment. Et voilà, donc la tête de cheval, c'était, là me voilà à gauche, au parc de la Villette en novembre, devant une grande assemblée, et vous l'avez vu dans ma slide d'entrée aujourd'hui, c'était maintenant Ciel et Espace. Je suis très content parce que c'est avec Ciel et Espace que j'ai commencé gamin à vouloir faire de l'astro. Elle a mis dans son calendrier cette année. Et là, il y avait la Fête des Lumières à Lyon, et une collègue, Hélène Courtois, avait pu inclure ça
Donc là, vous avez un niveau d'exposition de nouveau qui augmente. Voilà, alors, elle est belle cette image, mais bien sûr, elle n'est pas arrivée comme ça. Littéralement, si vous regardez une image brute qui vous arrive du télescope, c'est comme celle-là à gauche. Voilà. Vous avez une mosaïque de détecteurs de 36 CCD, lus chacun par 4 sorties, qui ont chacun leurs propriétés physiques, en termes de gain électronique, de bruit, etc. Et le but de tout ça, c'est d'uniformiser l'ensemble de la réponse, afin qu'au final, vous ayez, c'est comme si c'était un détecteur monolithique parfait. Et c'est là tout le grand défi que j'ai dû relever en relativement peu de temps. Sachant que ma motivation, moi, c'était il faut que ce soit joli et il faut que la science qui va sortir derrière soit raisonnable. Pas au niveau de précision de celle qui sera atteinte par la grande collaboration, mais raisonnable. Okay, et comme je fais ça depuis un bout de temps sur le même type de technologie avec les appareils du CFH, c'est comme ça que c'était faisable. Alors, le point nouveau, néanmoins, auquel j'étais absolument pas prêt, je savais que ça allait venir parce que c'est la météo spatiale, et donc en l'occurrence les rayons cosmiques. Et, la première fois que j'ai regardé l'image, elles se ressemblent toutes, hein, mais vous avez en plus maintenant dans une phase ascensionnelle, on n'est pas encore passé au pic d'activité solaire, mais le bombardement intense des rayons cosmiques dans l'espace, du Soleil, qu'il soit galactique, extragalactique ou solaire, mais particulièrement solaire en ce moment, fait que votre signal initial est extrêmement pollué. Littéralement, vous le voyez sur la droite. Et ça a posé d'énormes problèmes pour arriver à mes fins. Au niveau du détecteur infrarouge, alors là, on avait la cible, le canal optique, qui observe de l'ordre de 600 jusqu'à 900 nanomètres, et il a 36 CCD. Quand vous observez dans le proche infrarouge de 900 jusqu'à à peu près 2 microns, là, il faut passer sur une technologie différente de détecteurs. Donc ça, c'est les détecteurs Teledyne américains, ce sont les seuls qui maîtrisent la technologie. Donc c'est ça d'ailleurs qui fait que la NASA est intégrée dans la mission Euclide. Vous voyez toujours NASA, non, c'est parce qu'ils ont contribué en particulier, ils ont fait d'autres choses, mais ils ont contribué en particulier à fournir la mission avec ces détecteurs infrarouges de très très haute technologie. Ils ont très haute technologie, mais ils ont quand même quelques petits problèmes. Alors, un des problèmes, c'est qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont fait avant. Et ils ont ce problème de persistance, hein, de rémanence, comme on dit en français. Et comme on fait de la spectroscopie, et ben chaque objet brillant fait forcément un spectre. Donc un spectre, c'est une vision étendue de votre signal. Et s'il est suffisamment brillant, ben, il va laisser une empreinte. Et c'est pour ça que toutes les images, comme on fait spectroscopie, on fait image, en gros ça marche comme ça, hein, le télescope, on a 6 ans pour couvrir tout le ciel, donc on peut pas se balader à droite à gauche, on est obligé de faire de manière très très rigoureuse, de poindre par petits points comme ça l'ensemble du ciel. Et donc quand vous êtes sur une zone du ciel, vous allez tout faire d'un coup. Donc vous allez faire la spectroscopie et l'imagerie. Donc on est constamment en train de faire tourner des roues à filtre, on est en train de mettre le grisme pour faire la spectroscopie, enfin tout ça c'est complètement orchestré de manière interne, optimisé à la fraction de seconde, même au niveau de 6 ans. Je faisais partie du groupe de planification du relevé, c'était une de mes missions principales aussi de la mission de nous assurer que les 6 ans allaient être optimisés en termes d'usage, et littéralement on a un plan, on a un logiciel qui planifie à la seconde près les 6 ans. Alors bien sûr, on revisite au fil du temps, mais à chaque fois, c'est la fraction de seconde. Le temps de l'argent, littéralement, dans ce cas-là. Et voilà, et donc on avait ce truc-là, c'est que quand vous observez dans l'infrarouge, vous faites de la spectroscopie et ensuite vous faites l'imagerie. Et donc ça vous laisse, quand vous regardez la tête de cheval, là c'est l'image brute, sur la droite, et ben, vous avez ces rayures, parce qu'il y a la mémoire de ce qu'il a fait juste avant, qui était la spectroscopie. Donc ça, il a fallu intégrer tout ça, donc ça a été compliqué. Et c'est là qu'arrive cette compétence que j'ai développée au fil du temps. Là, je vous montre Megacam, qui était un peu le précurseur de Euclide, sur le télescope de 4 mètres d'Hawaï, vu sur la pleine lune à gauche, là. Et donc, notamment, à travers ça, c'est là que j'ai appris à maîtriser, avec ces influences de David Malin et puis du Hubble et tout ça, à faire ces images que vous voyez sur la droite. Voilà. Et donc, quand vous faites les fondamentaux du traitement du signal, c'est que comme j'écrivais encore ce matin à un journaliste là, qui avait quelques questions pour mercredi, ce que vous voulez, c'est quand vous avez ces images, c'est qu'elles soient aussi libres que possible de toute signature instrumentale. Parce que l'œil est trop fort pour trouver les choses qui sont un peu bizarres.
Et donc, il faut savoir un peu les retirer, les sources de bruit, etc. Et donc, la signature instrumentale, c'est ça. Là, je vous montre juste la réponse du détecteur infrarouge à différentes longueurs d'onde. Vous voyez que ça évolue. Donc, il faut faire vraiment très, très attention si vous voulez uniformiser l'ensemble à ce genre d'aspect. Comme vous avez des optiques, vous avez forcément de la distorsion optique. Et donc, il faut savoir les caractériser et les corriger. Hein. C'est toujours ce problème d'avoir des remises à plat de votre distorsion optique. Et donc là, ça me permet de mentionner mon collègue Emmanuel Bertin, qui a construit cette suite, s'appelle Astromatic, qu'il a construit depuis près de 20 ans à peu près. Et Emmanuel est très axé sur les services à la communauté. Il est astronome comme moi, donc on fait du service à la communauté. Et donc pour lui, c'est créer des logiciels qui sont utiles de manière très générique à travers une large gamme d'instruments. Et donc là, c'était fantastique parce que pour eux, en plus, c'est un collègue et ami. Donc quand j'ai bloqué, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit Emmanuel, help. Hein, il faut savoir, à un moment, quand on n'arrive pas, il faut demander de l'aide aux collègues. Et donc il est venu, et donc je travaille. Vous verrez son nom dans les images là, qui sortent mercredi, parce que depuis on a développé de nouveaux éléments ensemble. Mais voilà, ça c'était vraiment le point majeur, c'est que j'ai pas eu à réinventer tout de là-haut. C'est ça que je suis arrivé avec pourquoi j'ai réussi à le faire si vite, entre guillemets, c'est quelques mois pour arriver à ces premières images, c'est que j'avais la compétence instrumentale, signal sur ce type d'instrument. Et j'avais également toute une suite existante en domaine public, et puis accès direct via mon réseau avec le créateur de tout ça, qui était Emmanuel. Alors, il y avait des choses qui étaient... je vous parlais de ce défi de la météo spatiale, qui sont les rayons cosmiques. Et là, je me suis vraiment cassé. J'ai eu des doutes. Hein, je crois que c'était en septembre. J'y arrivais pas. Quand vous avez ces rayons cosmiques, ça vous rajoute du signal partout. Donc si vous essayez de faire une correction, d'essayer de trouver quelle est la position exacte de votre étoile, afin que vous puissiez caractériser l'ensemble et d'en faire une solution qu'on appelle d'astrométrie, c'est-à-dire que vous allez être capable de faire les corrections dont je parlais à la slide précédente, il faut corriger ça. Et alors là, c'est bien parce que, de nouveau, si vous regardez tout ce qui existe sur GitHub et tout ça, c'est les gens contribuent de manière générale dans la communauté à des outils. Et là, il s'avère qu'il y avait un scientifique, Zhang, là, aux US, qui a pris les données HST et qui s'est intéressé à tout ce qui s'appelle les fameuses techniques par apprentissage en AI. Et donc, il lui a donné toutes les images qu'il avait sur le Hubble avec des rayons cosmiques. Ensuite, une image où il n'y a pas les rayons cosmiques. Et puis, le système a appris l'apprentissage. Et au final, j'ai hérité de ce package de Python qui nous a sauvé la vie, quoi, littéralement. Alors, depuis, on fait mieux. Mais au moins, dans cette période de temps, on a pu réussir à faire ça. Donc voilà, il y avait de la technologie moderne, contemporaine, qui est également venue. Ensuite, vous avez tous les aspects de reconstruction d'images contiguës. Donc, vous avez, donc on prend 4 poses par zone du ciel. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, ce sont des mosaïques de détecteurs. Et les mosaïques elles sont pas collées les unes aux autres. Vous essayez de coller aussi proche que possible, et vous n'allez jamais avoir un pixel qui est d'un détecteur qui va être proche de l'autre. Vous allez toujours avoir 50 ou 100 microns, ou peut-être 200 microns de décalage. Donc forcément, si vous prenez une image, vous allez avoir l'effet de cadre de fenêtre quand vous regardez le paysage à travers une fenêtre. Vous avez le cadre qui vous bloque la vue. Et donc il faut l'éliminer ça. Donc la solution, c'est vous décaler très légèrement le télescope entre les 4 poses, de telle façon que sur une des 4 poses, vous aurez toujours une des zones du ciel qui aura été exposée quelque part. Et ensuite, vous reconstruisez ça par logiciel. C'est ce que vous voyez à l'écran. Et en plus, vous corrigez à ce même moment la distorsion, etc. Vous faites tout d'un coup. Et vous arrivez au final à une image qui est propre et qui est une vue contiguë du ciel, comme s'il y avait eu cet effet de mosaïque. Sachant qu'il y a tout ce travail en amont d'enlever la signature instrumentale. Il faut être idem dans les 3 canaux infrarouges. La petite parenthèse, comme je vous l'ai dit également, il y avait cette vocation de ces premières images à produire de la science, et donc je ne pouvais pas faire n'importe quoi. Autant pour ce que vous allez voir mercredi, j'ai pu prendre quelques petits raccourcis, parce que au final, ce qui dictait, c'est qu'il fallait que ce soit impressionnant visuellement. Alors ça reste quand même des données scientifiquement valables, mais là, il fallait vraiment faire très très attention à ce que ce soit rigoureux.
Et donc, il y avait tout un ensemble de produits. Donc, quand vous êtes astrophysicienne, bah, vous avez ce genre de choses dont vous héritez avec des catalogues astrophysiques. Mais les images, vous avez des images en chi-square, vous avez des masques, vous avez des images qui ont été plus ou moins traitées. Vous avez des cartes de poids qui vous disent exactement là où le signal est plus fort que d'autres. Et tout, c'est voilà, du programme scientifique, voilà à quoi ça ressemble. Et puis, on le voit. Alors ça, donc j'enseigne dans une école chaque été, une école de cosmologie pour les nouvelles grandes missions. Et ce que je note, c'est qu'on forme une nouvelle génération de scientifiques dont la notion du signal commence au niveau du catalogue, ou c'est un index, l'index d'objets, et ils n'ont aucune notion de la vie du signal avant ça. Comme je vous l'ai dit, la vie du pixel avant comment ça marche une caméra, etc. Il y a une espèce de chasm, comme on dit ça en français, de gouffre qui est en train de se créer, où beaucoup trop de jeunes scientifiques s'attendent à avoir juste un catalogue. Et s'il n'y a pas d'esprit critique vis-à-vis de l'analyse du catalogue, il faut faire vraiment attention, parce qu'il y a toutes sortes de signatures instrumentales qui a pu se glisser là-dedans. Pour moi, c'est toujours là-dessus que j'insiste, pour ça que je donne ce cours dans cette école, c'est on ne veut pas que... il faut vraiment former les jeunes qui vont faire l'analyse scientifique sur la Dark Energy à tout ce qui est sensible en termes de signature instrumentale, parce que si ça se trouve, ils vont résoudre le problème de l'énergie sombre. En fait, tout ce qu'ils ont résolu, c'est ils ont détecté quelque chose dans le signal, par exemple. Donc, il faut savoir prendre tout de A à Z. Et ça, c'est important quand vous êtes à un tel niveau de précision, tout compte. Bref, tout ça pour dire que pour produire des catalogues, c'est également une partie majeure de production de scientifiques. Et donc là, un catalogue, ça vous permet de faire un index complet de vos étoiles, de vos galaxies, et ensuite vous faites une quantification de la performance de votre échantillon en faisant des comptages, vous regardez exactement. Il y a toutes sortes de choses. C'est ce qu'on appelle le contrôle qualité. Et donc là, j'ai le plaisir de vous montrer le titre de l'article que j'ai mené, donc, qui explique un peu tout ce dont je vous ai parlé, qui est une espèce de cookbook optique infrarouge pour l'astronomie spatiale. Je suis bien amusé à faire ça. J'ai mis beaucoup de choses, peut-être plus que nécessaire. Et je veux dire que là, dans la première ligne, alors jusqu'à Dustin, non, presque essentiellement les deux premières lignes, c'est la joie de demander de l'aide quand vous avez un problème et de rencontrer que les gens sont toujours disponibles et quand vous leur dites j'ai besoin, j'y arrive pas là, ils savent que quand c'est Euclide, quand c'est une nouvelle donnée, un télescope quand même tout nouveau, ça c'était il y a 1 an et demi déjà, les gens réagissent très positivement. Donc ça a été un réel plaisir. Il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide si on est vraiment bloqué. Voilà. Donc, nous revenons vers la fameuse nébuleuse de la tête de cheval vue par Euclide. Donc, comment ça s'est passé en termes de couleur? Donc là, comme je l'ai expliqué, on a un télescope qui observe de l'optique à l'infrarouge. Et donc, la grande question, c'est comment transposer ça dans les longueurs d'onde optiques, tel que vous puissiez le voir projeté sur un écran ici avec un système RGB. Donc rouge, vert et bleu. Et donc j'ai fait différents tests, donc ça évolue un peu depuis, mais essentiellement c'est important, dans tous les cas le point clé c'est de prendre la gamme la plus large, donc d'avoir le canal bleu qui vient du canal optique et le canal rouge qui vient de la bande H, qui est notre bande autour de 2 microns. Là. Ça c'est la base. Après, comme on a 4 bandes au total, le choix de la bande milieu, elle n'est pas très critique, mais vraiment ce sont ces 2 bandes les plus extrêmes qui vont vraiment porter l'ensemble de l'information chromatique dans votre image. Et un point qui est important, parce que nos audiences averties aussi, c'est on peut pas les mélanger dans tous les sens. Les gens me disent mais pourquoi il n'y a pas de vert dans les images? Physiquement, le vert n'existe pas vraiment physiquement en termes de corps noir ou de physique de la galaxie ou des étoiles, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'un truc qui est tellement serré en termes d'émission. Et donc c'est pour ça que je montre en bas, quand vous regardez l'émission corps noir des étoiles, vous allez avoir toujours ou bien un pic en bleu, mais il y aura toujours une grande aile de la distribution d'énergie qui fait que vous aurez du flux en G et en R. Donc ça vous donne des étoiles qui ont comme une couleur douce. C'est pas des étoiles purement bleues ou purement vertes ou purement rouges. Elles ont une belle réponse.
Vous regardez la physique des galaxies. Les galaxies, donc, elles vont émettre. Les galaxies, c'est une collection d'étoiles, une collection de gaz. Et donc, en fonction de la distance, vous allez également avoir l'effet de rougissement dans le rouge, vers le rouge. Donc, tous ces éléments vont jouer. Vous avez également des effets de ionisation. Donc, à quel moment vous allez attraper votre ray d'émission de votre objet, dans quelle section il va tomber. Puis ensuite, vous avez tous les effets de scattering, comment on appelle, de diffusion du grain, des grains de poussière. Donc là, en l'occurrence, pour la tête de cheval, on sait que, vous le voyez, elle est rouge. Et on dit, pourquoi elle est rouge? On dira, elle est noire. C'est logique, parce que dans le domaine optique, les poussières absorbent. Donc quand on observe avec un télescope comme le CFH, où c'est le BVR, on est littéralement en correspondant 1-1 avec ce que voit l'œil. Le bleu, il voit rien, tout est absorbé. Donc forcément, la nébuleuse va être noire. Avec Euclide, donc on passe dans le domaine infrarouge, où soudainement ces grains qui, dans le domaine optique, absorbaient la lumière, cette fois-ci, ils la réfléchissent. Parce que vous êtes passé à un grain. Typiquement, quand vous avez de la diffusion intervient au moment où la taille du grain est comparable à la taille de la longueur d'onde, à la louche. Et donc ça vous indique déjà que si on voit pas, si elle est rouge, et il y a très peu de vert en fait, il y a peu de tonalité vert, ça veut dire que la bande J ou Y, là vous voyez qui est autour de 10 000 à 15 000 angstrom, il n'y a pas d'émission. C'est-à-dire que ça vous indique déjà que la taille du grain de poussière dans cette nébuleuse, elle est de l'ordre de 2 microns. Voilà, la physique de base, ça vous donne une idée de comment ça fonctionne. Quand vous regardez les cirrus galactiques, par exemple l'image d'octobre, où là ils étaient plutôt bleus, ça veut dire qu'ils sont à capturer dans le canal bleu et ils sont plutôt de l'ordre du micron, qui est effectivement ce que nous donne la théorie. Puisqu'ils ont été cassés, etc. Il y a eu une évolution différente. Donc voilà, quand je parle aux collègues qui sont spécialistes de la physique du grain interstellaire, il y a des choses qu'on peut décoder directement de ces images. Voilà, alors, quand je produis une image, donc j'ai tout ce traitement qui arrive en amont, et ensuite, il se pose des questions, comment on fait l'image qui, néanmoins, a un peu de punch, un peu plus pour engager le public. Donc c'est là que je travaille avec mon collègue Giovanni Anselmi, italien, et Giovanni, avec qui je travaille depuis des années, justement, sur cette collection du CFH. On a bien sondé, on ne change pas les couleurs, c'est juste que lui, c'est le maître du Photoshop, dans le sens où il sait extraire des tonalités qui ne sortent pas forcément si bien dans mon propre traitement. D'accord ? Donc lui, on va pouvoir enrichir certaines balances de couleurs. Et à ce moment-là, on est littéralement, on prend un gros pas hors de la rigueur scientifique, on va dire, et on commence à parler d'un côté où, on va pouvoir recouper certaines images. On dit, bon, là, le cadrage, il est plus joli comme ça. Vraiment. Là, ça devient purement un peu subjectif sur les choix. Néanmoins, comme pour Euclide, on voulait vraiment être rigoureux sur le champ de vue, etc. On n'avait pas la liberté autant qu'au CFH. On a fait appel à une thèse sur audience. Alors, la thèse sur audience, ça peut varier d'un jour à l'autre, ou qui est dans l'audience, etc. Mais on a fait ça quand même avec les collègues de l'ESA. Et moi, j'avais toute ma collection d'écrans, de projecteurs, etc. Je testais sur des choses comme ça. Je vais voir qu'est-ce qui va marcher. Un jour, je serai devant une audience comme ça. Il faut qu'ils puissent être engagés par l'image. Et donc, il y avait différentes jauges en termes de combinaison des couleurs pour finalement arriver à l'image finale qui est proche de celle de la toute première version que je produis, qui est en haut à gauche, mais qui est mieux, quoi. Voilà, qui fait ressortir certains contrastes, etc., qui est enrichi pour pouvoir engager plus positivement l'audience. Donc voici ce fameux programme Early Release Observations, qui était cette notion que l'ESA voulait faire connaître Euclide au monde avec des premiers résultats scientifiques. Donc il y avait 17 cibles, vous les voyez à travers le ciel. On avait moins de contraintes, on n'avait pas les contraintes du programme Dark Energy, d'énergie sombre, de devoir éviter la galaxie. Au contraire, on voulait aller dans la galaxie parce qu'on voulait des gros objets. Et donc c'est pour ça que vous voyez ces cibles, elles sont hors des zones bleues. Parce que littéralement, on allait regarder des zones qui n'étaient pas prévues dans le relevé principal. Et tant mieux, parce que, comme je dis, le relevé principal, il est planifié à la seconde pour 6 ans. On ne peut pas s'arrêter à un moment donné, tiens, on va aller regarder une nébuleuse, on va faire ceci, cela. C'est juste pas possible. On avait encore cette liberté dans les premiers mois de la mission, parce qu'on
on est encore en train de tester les performances du télescope, etc. Donc voilà, on commence sur, on va faire, enfin, on en arrive enfin aux images. Il est quelle heure là d'ailleurs? 11h05. D'accord, ok, très bien. Donc, Messier 78, donc là on est dans notre galaxie. C'est une zone de formation stellaire. Vous voyez, comme je viens de vous l'expliquer, vous voyez du rouge, des nébuleuses, donc ça dénote la présence de gaz. Vous voyez des zones un peu pourpres, roses. Ça, c'est parce que vous avez. Donc, pourpre, ça veut dire que vous avez une dominance rouge plus bleu, d'accord? C'est la composante des deux. Et là, ce que vous voyez, c'est de l'émission dite de H-alpha, du gaz ionisé, qui, si vous le voyez à l'œil, il serait rouge, mais là, comme Euclide le capture avec son canal optique, et comme nous on décale dans le bleu, du coup il est bleu. C'est pour ça que vous avez du bleu qui vient de cette émission de gaz, plus de l'émission des poussières qui sont mélangées, et ça vous donne cette tonalité. Et donc là, ce que je voulais montrer, c'est un petit jeu qu'on va jouer pour les images qui vont suivre, là, c'est que j'ai dessiné cette petite boîte, ça correspond à un écran 4K. Je pense que le projecteur c'est un 2K, donc il faudrait presque couper cette boîte en jaune en 4 encore, pour avoir la résolution de l'image sur cet écran. Donc et en plus vous êtes loin, donc vous n'êtes pas capable, même moi à ma distance je ne vois pas les pixels individuels, mais gardez à l'esprit que donc 1.4 divisé par 4, que l'écran ne montre donc 0.35%, 0.3% d'une image Euclide, d'un pointé Euclide, sachant qu'au fil des 6 ans, il va en faire 26 000 de ces pointés. Donc ça vous donne une notion du volume de l'univers qu'on va sonder. Et voilà l'image, ça c'est 1.4%, donc je pourrais encore zoomer 4 fois là, pour arriver à la résolution du projecteur. Et là vous voyez encore plein de détails, donc ça c'est la régie, ça c'est Euclide. En un mot, Euclide c'est quoi? C'est ça, cette capacité à capturer l'univers avec une résolution inégalée sur un très très grand champ. On passe à la nébuleuse de la tête de cheval. Donc là, vous voyez du bleu. Donc c'est comme je vous l'expliquais juste avant, si vous voyez du bleu intense, ça veut dire que vous avez une émission, une ionisation du gaz hydrogène. Effectivement, il y a une étoile très brillante qu'on ne voit pas, qui est hors champ, là, qui ionise l'ensemble de la région. Et donc c'est d'où ce ciel bleu là, dont je rêvais avant qu'on a planifié l'objet. On s'était dit, tiens, ça pourrait faire une belle image. Et donc cette diffusion des grains. Et néanmoins, le grain reste toujours suffisamment épais dans cette nébuleuse pour bloquer la lumière d'arrière-plan. Donc vous avez quelques étoiles qu'on voit à travers, mais le gaz ionisé qui lui est en arrière-plan, une autre entité du gaz qui est derrière, lui est bloqué. C'est pour ça qu'on voit cette silhouette. Voilà, et donc ce qui intéressait les scientifiques, Eduardo Martin et al., qui ont mené l'étude scientifique, c'était d'aller chercher des planètes flottantes. C'est-à-dire que quand vous avez un système de formation d'étoiles, et on se rend compte maintenant avec les statistiques qu'il y a beaucoup de planètes type Jupiter qui sont en fait expulsées très tôt. Et comme elles sont dans un système planétaire qui est encore jeune, elles sont encore chaudes parce qu'elles ont accrété de l'énergie par le phénomène de compression gravitationnelle. Et donc vous êtes capable de les détecter avec un instrument infrarouge comme Euclide. Donc c'est pour ça que là, ils cherchaient dans ces zones de formation stellaire, ils ne sont pas très intéressés par les étoiles, ça on les connaît. Par contre, ils cherchaient ces objets extrêmement faibles et très rouges. Voilà. Et alors pourquoi c'est quand vous construisez un télescope, forcément, les scientifiques ils vont aller travailler dans le dernier 5 sigma. On des objets à 20, 100 sigma qui ont beaucoup de signal, ceux-là on les a déjà vus. Donc c'est une mission de ce type, tout de suite, là, on va chercher là où personne n'a encore regardé. Voilà, et donc là c'est un petit zoom sur la zone de la tête de cheval. Et là j'attire votre attention sur ce fil conducteur qu'on avait mené sur les premières images en novembre 2023. Vous voyez des petites ellipses là? Les petites ellipses, voilà, ça c'est des galaxies d'arrière-plan. Il s'avère que la zone Orion, hein, la nébuleuse à la tête de cheval est dans la grande nébuleuse d'Orion, elle est dans ce grand complexe d'Orion. C'est une latitude galactique qui est de l'ordre de 20 degrés, donc c'est pas complètement aligné avec le plan de la galaxie. Et donc, comme ce n'est pas une zone très très épaisse en termes de gaz, vous voyez à travers, vous voyez l'espace extragalactique. Donc c'est pour ça qu'on commence à voir des galaxies partout en arrière-plan de ça. Maintenant on va dans le halo de notre galaxie. Donc là, avant on était à peu près à 1500 années-lumière, maintenant on est à 6000 années-lumière. Et là vous êtes dans le halo extérieur de notre propre galaxie qui est la Voie lactée.
Et là, vous avez, on sait qu'on a ces entités qui s'appellent les amas globulaires qui gravitent autour de notre galaxie. Ces entités qui sont contemporaines de la formation des galaxies, qui sont très vieux, qui sont parmi les structures stellaires les plus vieilles connues de l'univers. Et là, l'idée de Davide Massari, qui était le PI de cette demande, c'était d'aller compter les étoiles propres à l'amas globulaire. On sait faire la différence avec les étoiles de notre galaxie, parce qu'il y a un effet d'empilement entre ce qu'on a de notre galaxie et l'amas globulaire. Mais là, il y a la mission Gaïa qui nous aide parce qu'elle nous permet de dissocier les éléments. Et son idée, c'était, on va compter les étoiles dans un rayon grandissant et on va voir s'il y a un aplatissement de la forme de l'amas. Ce qui serait un signe d'un halo de matière noire ou pas qui suit, en fait, qui accompagne l'amas globulaire à travers ces migrations à travers la galaxie. La réponse est non. Pour l'instant, on ne voit rien. Donc, il est vraiment bien rond, celui-là. Et donc, voilà, là, 1,4% du champ de la caméra. Et de nouveau, même si là, on reste à une latitude galactique relativement basse, on est vraiment très proche du plan de notre galaxie, vous voyez qu'on a encore des galaxies, on commence à avoir des galaxies. C'est ça qui est absolument ahurissant avec les données Euclide, vous le verrez dans les images de mercredi, c'est cette densité extraordinaire de signal. Moi, j'ai grandi avec les télescopes au sol, où, comme vous avez, en gros, vous voyez peut-être quelque chose d'un peu flou, mais qui était une petite ellipse floue, quoi. Et Euclide résout ça vraiment de manière extraordinaire. Maintenant, on passe à, je crois que c'est... j'ai pas mes chiffres là, j'ai oublié. Je crois que c'est. On est dans le groupe local, donc c'est une des galaxies du groupe local dont nous faisons partie, avec Andromède et la Voie lactée qui dominent. Vous avez une gamme, vous avez la galaxie du Triangle, qui est une petite spirale, puis ensuite vous avez toute une flopée d'une centaine de petites galaxies irrégulières, dont NGC 6822. Et là, cette galaxie, quand vous la regardez, alors toutes ces images sont disponibles sur le site de l'ESA. S'il y en a une qui attire votre attention en particulier, allez sur le site de l'ESA, vous allez les trouver en ultra haute résolution, 8000-8000. Vous serez capable d'aller zoomer un peu dessus, regarder les détails. On a fait également des cutards, des petites vignettes qui vous permettent de voir un peu mieux. Et donc là, c'est la vignette, donc de nouveau 1,4% de l'image. Et là, ce que vous voyez, c'est que cette galaxie, elle est tellement proche. C'est un peu comme le nuage de Magellan qu'on a observé il n'y a pas longtemps, le petit. Vous êtes capable de dissocier exactement les étoiles les unes entre elles. Vous voyez presque à travers la galaxie, en fait. C'est impressionnant. Et là, vous voyez des zones de formation d'étoiles, en haut à gauche, ou au centre, en haut. Et vous notez la couleur. Et la couleur, elle est exactement celle que je vous ai montrée dans la zone de la tête de cheval, parce que c'est les mêmes phénomènes physiques. C'est le gaz H-alpha et les poussières. Donc là, c'est cette fameuse tonalité des couleurs Euclide qu'on tâche de garder, de rendre familier. La notion derrière, c'est que souvent on voit une image et on va dire ah, ça c'est Hubble. Mais on dit ah, ça c'est Webb. Il y a une certaine texture au niveau du STSCI, l'institut qui se gère de créer ces images iconiques du Hubble ou du Webb. Ils savent ça. Ils savent qu'il faut une signature. Donc c'est ça que j'ai vendu à l'ESA quand je leur ai dit moi je peux vous faire ces images, mais il faut vraiment qu'on colle à une idée d'avoir une texture et une notion et des couleurs qui sont propres à Euclide. De toute façon, quand les gens les verront, ils diront ah, ça c'est Euclide. C'est ça l'idée. Maintenant, on va un peu plus loin. On est à près de 15 millions d'années-lumière. Donc IC 342, qui est une galaxie qui est littéralement qu'on regarde à travers le plan de notre galaxie, mais il s'avère que c'est juste entre deux bras spiraux. Donc on arrive à voir l'espace extragalactique entre les deux. Et là, vous avez de nouveau une notion de ce que c'est une galaxie spirale. Si vous voyez plus en détail, le contraste n'est pas suffisant, mais vous verriez qu'il y a des bras spiraux un peu cassés jusque dans la périphérie, parce qu'elle interagit, ça c'est dans le groupe Maffei, et donc elle interagit avec d'autres galaxies proches. 1,4%, cette image, je ne sais pas si vous le voyez de là où vous êtes, mais il y a un grain à l'image. Et le grain est lié au fait que on résout les étoiles les plus brillantes, mais pas les plus faibles, mais néanmoins, avec les étoiles les plus brillantes, vous êtes capable de sentir une espèce de grain. Alors moi qui ai fait de l'argentique avant de passer au digital il y a longtemps, il y avait quelque chose d'agréable quand vous faisiez de la photo astronomique sur film, une espèce de texture au final qui faisait que voilà, c'était joli. Et donc là, ça me rappelle ça, c'est le bon temps. Voilà. Donc ensuite, on passe un peu plus loin. Alors celle-là, je crois qu'elle est autour de 30 millions d'années-lumière, NGC 6744. Et là, pareil, ça faisait partie de la catégorie des galaxies qu'on voulait mettre en avant avec Euclide.
Et là, l'idée avec Leslie Hunt, qui était la PI de cette demande de temps, ça a été d'étudier ce qu'on pouvait extraire comme information morphologique et également de ségrégation de zones de formation d'étoiles, parce qu'on a une résolution supérieure, en couplage avec des longueurs d'onde extérieures. C'est-à-dire qu'il y avait des autres télescopes millimétriques comme ALMA ou d'autres, ou des ondes radio. Et donc les équipes qui ont produit les articles scientifiques ont vraiment beaucoup pesé sur cette synergie entre Euclide et d'autres télescopes. Et ça, on le sait. Ça, on sait que dans les années à venir, des résultats d'Euclide tout seul, il ne va pas y en avoir beaucoup. Il faut vraiment faire appel à des compléments ou de télescopes spatiaux ou de télescopes au sol. C'est la règle pour la majorité des télescopes aujourd'hui. Il y a une complémentarité clé sur la manière dont on conduit la science. Et là, de nouveau, 1,4%. Elle me fascine, moi, cette image. Et vous voyez, on voit à travers de cette galaxie, on voit une galaxie à travers le bras spiral. Là. Et là, même malgré la distance, vous êtes encore capable de sentir la résolution sur ce grand champ. Ensuite, on passe un peu plus loin. Là, maintenant, on regarde des échelles un peu plus grandes. Donc, les galaxies deviennent un peu trop petites pour être regardées de manière singulière. Donc, on regarde un groupe ou des amas. Donc, là, vous avez un groupe de galaxies qui s'appelle Dorado. Et là, le PI, c'était Ariane Lançon. Et elle voulait étudier avec son équipe les effets d'interaction entre les galaxies. On voit que les deux grosses galaxies, pas trop à l'écran, là, on pourrait mieux le voir sur l'image, c'est qu'elles elles interagissent. Donc, il y a des effets de bras de marée, il y a des choses comme ça. Ils cherchaient les naines. Donc, il y a des petites naines qui se cachent, par exemple, en haut à gauche. Voilà, donc, on va zoomer. Justement, les voilà. Bon, ça sort un peu moins. Est-ce que l'on le voit? Non, pas tellement. Bon, bref, il y a là un des domaines qu'on voit déjà apparaître comme très fort pour Euclide, c'est sa capacité à avoir des contrastes de brillance très très faibles. Ce qui est très utile pour détecter des galaxies naines qui sont très très diffuses et très proches du fond de ciel. Comme je disais, le fond de ciel n'est pas noir, il y a quand même un bruit de fond de ciel. Donc d'aller voir vraiment ces petits objets aussi bas que possible, c'est clé. Et donc voilà, ça c'est une des grandes forces d'Euclide. Ensuite, on arrive à l'amas de Persée. Donc j'avais le privilège d'être le PI, et donc j'ai mené une équipe qui a mené une grande gamme. Nous, on n'a pas fait. On était censé faire un article pour ce qu'on appelle le splash, pour cet effort. On avait les images qui ont été relâchées en mai, et on voulait un article au moins par thème. Et là, il y avait tellement de choses à faire sur Persée qu'on a fait 3 articles. Il y a eu 3 articles qui sont sortis. Il y avait un sur que j'ai mené, qui était une vue complète de l'échantillon. On a regardé en fait la fonction de luminosité et la fonction de masse des galaxies. C'est-à-dire que quand vous regardez un amas comme ça, il y a beaucoup de petits points. La majorité des petits points, ce n'est pas des objets de l'amas. Et les gros objets, les blobs, là, clairement, ça fait partie de l'amas. Mais ensuite, il y avait la notion qu'on voulait compléter quelque chose qui n'avait jamais été vraiment vu grâce à la sensibilité d'Euclide, qui était d'aller chercher ces fameuses galaxies naines. Et on a doublé le nombre de galaxies connues sur cet amas avec juste 4 heures d'observation d'Euclide. Et donc on a complété, on a pu aller jusqu'à une brillance ce qu'on appelle une brillance de surface extrêmement ténue, qui nous a permis de faire des comptages extrêmement avancés, qui nous permet de contraindre. Et là, pour la première fois, on a une fonction, ce qu'on appelle une fonction de luminosité, qui en gros est une catégorie de combien de galaxies vous avez pour une brillance donnée. Et on voit que quand vous regardez des scénarios cosmologiques, où on dit, voilà, l'univers il évolue comme ça, avec l'effondrement des grandes structures, et ça va donner des galaxies, puis ça va donner ceci. Et il y a toujours cette notion qu'il y a ça doit produire plein de petites galaxies naines, qu'on ne voit pas en fait. Et les observations ne confirment jamais ça. Donc il y a un problème dans la théorie d'évolution. Et donc pourquoi on a fait ça? On va aller regarder un amas vraiment iconique et très proche. Donc lui, il est à peu près à 140 millions d'années-lumière, et on va compter ces galaxies. Et en fait, on trouve un plateau, mais il n'y a rien. Donc on voit pas d'augmentation du nombre de galaxies naines. Voilà, 1,4% de la chose. Et si je peux... c'est dur sur cet écran, mais je pointais avec le truc, voilà une galaxie naine, très faible. Vous le verrez mieux sur les images si vous les allez récupérer sur ALESA.
Ensuite, on passe à 1 milliard d'années-lumière. Là, vous êtes dans l'amas d'Abel 2764. Il est en haut à droite. On a fait une erreur pointage, en fait. Et ça arrive dans les premières semaines. Et là, vous avez une étoile brillante. Et là, quand vous pointez... Pardon ? On peut changer l'éclairage. Non, non, ça ira. Sinon, on peut... Non, mais après, il y aura ces images, puis ensuite... Si je fais ça... C'est mieux, non ? Ok, bon, alors, ce qu'on va faire rapidement, hein, pour pas créer de frustration, hein. On va faire ça, voilà. M78, voilà. Voilà ce fameux grain dont je vous parlais, hein, il est vraiment perceptible. Là, Ariane faisait remarque à ça, si vous regardez la galaxie en haut, elle a un petit chapelet d'étoiles qui la traverse. J'avais jamais vu ça, c'était très, très joli. Et ça prend Euclide de faire des analyses systématiques comme ça, de tout capturer d'un coup. Vous êtes capable de voir des choses un peu inhabituelles. Et voilà, donc voilà, retour à Persée. Et voilà, la naine donc, que j'essaie de vous pointer, elle est là. Ça, c'est une galaxie naine. En voilà une autre. En voilà une autre. Voilà. Donc ça, c'est des grosses galaxies. Ensuite, on passe donc à Abel 2664. Je mentionnais qu'il y avait un petit problème de pointage, mais on a quand même attrapé l'amas. Et là, ça vous illustre cette notion dont je parlais sur cette fameuse brillance de surface. C'est que quand vous regardez, moi, c'était vraiment ce qui a dicté tous mes développements instrumentaux et de technologie du traitement du signal, c'était d'aller explorer les zones les plus externes des galaxies. Ça vous donne un accès à l'histoire de la galaxie, en fait, de savoir comment elle interagit avec ses voisins au fil du temps ou au sein de grandes structures, etc. Il y a plein de choses, c'est pour avoir une vision complète des galaxies. Et donc quand vous faites ça, vous constatez qu'il y a la majorité des galaxies en fait, portent des marques d'interaction. Et là, vous voyez clairement, il n'y a pas une seule galaxie dans cet amas qui ne marque, enfin, elles ne sont pas parfaitement symétriques, elles ont tout un problème. Là, vous avez un bras d'interaction, là, à côté, il y a des coquilles, là, vous voyez clairement qu'il y a un halo, il y a des interactions. Voilà. Et quand vous faites ça, quand vous regardez ces aspects, vous êtes capable de complètement modéliser en retour qu'est-ce qui se passe au niveau de la dynamique d'un amas, et donc de comprendre l'historique, etc., etc. Donc parce qu'il y a toujours des effets de la matière noire qui se cache derrière tout ça, hein, qui fait que l'amas s'est accrété tel qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un nœud de matière noire. Donc ça, il y a l'interaction entre les deux va dicter certains de ces comportements. La matière noire qu'il y a dans les halos des galaxies propres. Enfin bon, tout ça, c'est un ensemble. Voilà, donc ça, c'était un des thèmes de cet amas. Et ensuite, il y avait, je vous ai mentionné que la sonde principale d'Euclide en termes d'imagerie, c'est de faire de l'optique gravitationnelle, c'est d'aller chercher la forme, les affectations, la manière dont l'énergie sombre impacte l'expansion, etc., et impacte indirectement donc, la forme sur des milliards de galaxies, des formes très subtiles, hein, sur l'ellipticité. Mais vous avez, ça, c'est ce qu'on appelle un régime extrêmement faible d'optique gravitationnelle, hein, qui avait été prévu par Einstein à l'époque, mais vous avez une grande gamme d'optique gravitationnelle. Vous avez des objets très forts, comme vous le verrez de nouveau mercredi, ne loupez pas le collage fantastique qu'on a fait sur les optiques gravitationnelles. Et là, l'idée, c'était de l'équipe de Hakim Atek, avec ses collaborateurs, c'était de sonder un amas qui est très très bien connu en termes d'optique gravitationnelle, qui s'appelle Abel 2390. Et là, vous avez juste 1,4%. Vous voyez qu'avec 1,4% de Euclide, on attrape ce qui pendant longtemps était ce que les gens regardaient principalement. Alors que maintenant, on a un champ beaucoup plus large. Et donc, ils peuvent passer, alors, vous voyez cette structure-là, donc c'est ça c'est un arc gravitationnel géant, puis il y en a quelques autres tout autour. Et donc ça, la notion, c'est qu'il y a un cœur de matière noire au sein de cet amas, dans la galaxie principale, qui tord donc la galaxie de la lumière en arrière-plan. Et plus vous êtes loin de cette galaxie,
plus vous allez avoir l'effet qui s'affaiblit, au point à un moment donné, vous n'aurez plus que des déformations statistiques où il va falloir empiler le signal sur de très nombreuses galaxies avant de voir une signature. Et ce qu'on appelle le régime faible de cisaillement gravitationnel. Voilà, lui, regardez ça. Et c'était une bonne évaluation des capacités d'Euclide. Ce n'est pas la science principale, mais ça fait écho en fait, à la science principale. Et ce qui nous amène pour conclure à l'effort d'octobre. Donc en novembre 23, on avait dit au monde, voilà Euclide. En mai, on a dit, revoilà Euclide avec quelques images et voici les résultats scientifiques. Et ensuite, en octobre, l'ESA souhaitait partager avec le monde la notion du plan d'Euclide. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ce plan scientifique et stratégique par rapport à l'observation sur 6 ans? Et donc on a fait ces images. Donc là, le plan, je vous ai mentionné rapidement tout à l'heure, mais là vous voyez que ça c'est le ciel vierge duquel on commençait. Puis au bout de 1 an, à peu près, on a couvert la surface du ciel que vous voyez en haut à droite, en bleu. Et au bout de 3 ans, on aura couvert ce qui est en bas à gauche. Et au bout de 6 ans, on aura la structure en bas à droite, qui est à peu près le tiers du ciel. Et ils m'ont demandé comment on peut illustrer ça. Je leur ai dit, ok, donc là, ce qu'on peut faire, c'est que si on regarde des zones, on avait juste des petites parties de ça, parce que ça commence à remonter, on n'avait que 6 mois de relevé à l'époque. Je leur ai dit, écoutez, puisqu'on observe proche du plan de la galaxie, ici, je suis à peu près sûr qu'on va pouvoir capturer les cirrus galactiques. Et la raison, c'est si on fait un champ, juste la mosaïque, une mosaïque comme ça que vous allez voir mercredi, c'est surtout du fond de ciel noir avec des petits points. C'est pas très engageant. Je dis non, il faut que si on veut montrer une première image qui est impressionnante, il faut qu'on ait quelque chose de physiquement grand dans l'image. Le problème, c'est que vous voyez que les objets, tout ce que je vous montrais avant, là, c'est des objets qui tiennent à peu près dans le champ de vue d'Euclide. Si vous prenez un champ encore plus grand, il n'y a quasiment aucun objet qui existe. Là, il y a 130 degrés carrés, donc il y a 20 degrés de gamme, c'est énorme sur le ciel. Il n'y a rien qui existe à cette taille, sauf dans notre propre galaxie. Et pour ça, j'ai suggéré que je travaille sur une zone où on est suffisamment proche du plan de la galaxie pour que ces fameuses poussières dont je vous parlais, on puisse les voir en émission par Euclide. Voilà. Alors ça paraît impressionnant comme ça fait peur aux cosmologistes. Ils disent, oh, il y a plein de poussière dans mon champ, mais non, en fait, ils sont très ténus et c'est un traitement de signal qui permet de faire ressortir ça raisonnablement. Mais c'était ça l'idée, c'est qu'il fallait que le premier visuel en mette plein la vue, mais surtout produise quelque chose de visuellement intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et donc là, vous avez une carte du ciel de nouveau complet, mais par Gaïa et Planck. C'est une vision différente de ce que je vous ai montré avant. Et là, vous voyez en bas à droite, là, en jaune, la structure qui montre la zone en question. Alors certains, ils voient une baleine, peut-être. Il y avait des choses. Et donc voilà, là vous voyez, je me retrouve avec 800 gigapixels à gérer. C'était quand même un ordre de grandeur au-dessus de ce que j'ai fait avec les images IRO. Et donc là, ça vous montre juste le canal optique. Et un point qui est important, c'est ces cirrus galactiques dont je vous parle. Là, ils sont vraiment beaucoup plus faibles que tout ce qu'on voit là. Et donc il fallait que je sois sûr que j'arrive à sortir le signal. Et là c'était le signe quand j'ai fait un premier traitement, etc. Il y a toutes sortes de magiques derrière. J'ai dit, non, ça va marcher. Et donc, là, vous voyez, en fait, la clé, c'était autant ces images-là, c'est un pointé unique. Là, sur à l'écran, c'est 9 pointés, mis les uns à côté des autres. Et vous voyez que tout a disparu. On voit plus du tout la signature du fait que ce n'est ni une mosaïque, ni le fait que c'est un montage, c'est un collage de mosaïques. Alors, toutes ces signatures instrumentales ont disparu. Alors, il y a un autre aspect, c'est que, et donc je vous ai parlé d'Emmanuel Bertin tout à l'heure, donc là il est devenu beaucoup plus impliqué, ce qui était très intéressé par Euclide, et donc il est depuis toujours en fait, il y a toujours des réseaux de neurones dans ses codes, mais juste que les capacités de calcul maintenant sont découplées, donc ça nous permet vraiment de faire des avancées notables. Et il y avait ce fameux problème, comme Euclide observe dans l'infrarouge et l'optique en même temps, simultané, on a ce qu'on appelle un dichroïque dans le faisceau optique. C'est une espèce de pyramide de verre qui sépare les deux faisceaux. Et le problème, c'est inhérent à cette technologie, c'est que ça vous crée un fantôme des étoiles brillantes. Vous avez une réflexion, une parasite en fait, et ça se manifeste par un ghost, un fantôme systématique bleu. Pourquoi bleu? C'est parce qu'il n'est que dans le canal optique.
et que le canal optique est dans le canal bleu des images que vous voyez. L'infrarouge n'est pas affecté par ça. Alors c'est embêtant parce que sur les premières images, on ne voit pas trop, parce que là on est zoomé en arrière, mais une fois que vous commencez à zoomer, ça devenait vraiment quelque chose... On ne veut pas que l'audience soit distraite par des artefacts de ce type. Et donc je dis à Emmanuel, est-ce que tu as une idée? Et donc il a travaillé très dur, je lui ai donné les images de référence, hein, puis finalement il a coup de baguette magique, il a réussi à tout ça, c'est pas encore final. Il a fallu qu'on prenne en fait en considération les corrections de mouvements propres à travers le catalogue de Gaia, qui donne un mouvement propre à la milliard seconde proche de toutes ces étoiles en question. C'est principalement les étoiles brillantes qui créent ce problème de contamination par les ghosts. Et donc juste sur cette image, le patch complet là, des 130 degrés carrés, il m'a dit que l'outil a corrigé 100 000 étoiles quand même. Et donc cette correction de 100 000 étoiles, automatiquement par tout ce code, permet vraiment d'assainir l'image et de le rendre beaucoup plus agréable. Et ce que vous allez voir mercredi, pareil, vous n'allez même pas les voir, ça a complètement disparu, et du coup vous n'êtes plus distrait, c'est important. Il y avait cet autre point où il faut toujours comparer votre signal à ce qui existe, en référence externe, donc là les cirrus galactiques qu'on voit en diffusion avec Euclide, on les voit en émission dans la mission Planck. Quand ils sont chauffés par la galaxie, ils émettent dans l'infrarouge, c'est le même grain, hein, sauf que dans un cas, vous le voyez parce qu'il diffuse à sa surface, dans l'autre cas, il chauffe. Donc vous le voyez se manifester de façon différente. Et donc là, j'avais pris la carte Planck et je lui ai dit, d'accord, ça colle, donc il n'y a aucun problème, on refait bien la réalité, le signal que j'ai extrait est bien réel. Toujours utile. Et donc là, on s'est amusé au petit jeu du zoom, un peu ce qu'on faisait tout à l'heure, ça a beaucoup plu les A. Donc on est parti de cette caméra, de cette image monolithique qui fait à peu près 200 gigapixels, et ensuite on a fait des cuts dedans, et donc vous avez un zoom linéaire, hein, c'est pas un zoom par surface, c'est un zoom linéaire littéralement, qui nous amène jusqu'à un facteur de 600. Et ça, ils en ont fait une vidéo qui a atteint, je crois, plus de 2 millions de vues sur YouTube, ils étaient très contents. C'est leur plus gros score au niveau de YouTube. Donc on a refait une nouvelle là, pour le splash de mercredi, on va voir si on fait aussi bien. Mais là voilà, c'était la notion, on a un plan, et la notion d'exprimer exactement ce dont je vous ai parlé ce matin, c'est cette résolution, cette capacité d'Euclide à capturer une information massive très rapidement. Et voilà l'image principale du press release d'octobre. Voilà le premier zoom. Donc là c'est bien, on commence à passer à travers. Donc ça c'est Giovanni, là. Grâce à lui là, j'ai pu avoir plus de punch sur ces cirrus, il fallait qu'on me les montre encore. Hein. Donc le signal est là, c'est juste qu'il a été un peu légèrement amélioré. Et là vous voyez commence à avoir une structure sur la droite qui est un peu un alignement qui s'avère être un amas de galaxies, donc c'est vers là qu'on va aller. Donc là on passe à un zoom supérieur, là vous êtes à une résolution qui fait que la brillance de surface des cirrus est trop faible pour qu'ils soient visibles. Effectivement, ils disparaissent là à ce niveau-là. C'est comme quand vous êtes dans un nuage, vous le voyez de près, puis une fois que vous êtes dedans, on ne voit plus le nuage, il est trop diffus. Et voilà, donc là on a une galaxie proche, parce qu'on peut la résoudre, ça c'est un point important, c'est que les images Euclide ont suffisamment de pouvoir de résolution pour que vous ayez une notion de la distance des objets juste par le fait que vous ayez une certaine granularité en eux. Et ensuite, là vous commencez à voir la structure clairement plus lointaine, avec des galaxies jaunes, donc des galaxies dites elliptiques, plus vieillies, avec des populations d'étoiles vieilles. Et là on est au zoom, j'ai oublié déjà, je crois que c'est 70, donc vous avez le champ complet, avec des galaxies spirales qui s'avèrent être en avant-plan. La notion, on avait écrit quelque chose de faux, donc heureusement on a fait appel à la communauté, on a dit, et ils nous ont dit non, la taille colle pas. Ça prend des spécialistes comme de voir. Ils disent non, la taille de l'elliptique, elle devrait être beaucoup plus grosse que la spirale qu'on voit à gauche. Et donc on a cherché dans toutes les bases de données qui existent extragalactiques, on a trouvé effectivement que ces deux galaxies spirales à gauche, les trois, sont en fait un groupe qui est légèrement en avant-plan. Donc il faut toujours faire très très attention à ces effets d'alignement. On a tendance à interpréter visuellement des choses qui ne sont pas associées. Et enfin là on est en zoom 1, donc ça c'est le fameux 1.4%. Donc là on est à 1 pixel écran, si c'est un 4K, avec un pixel de Euclide au canal optique. Et puis j'avais poussé encore un peu pour la vidéo, pour montrer que même quand vous poussez la résolution, parce qu'on a une telle résolution avec les caméras Euclide, que vous pouvez encore voir l'information à ce niveau-là. Donc imaginez, la notion c'est que
Ok, Euclid a peut-être que 600 mégapixels par rapport à d'autres. Vous allez entendre le SST, ils ont 3 gigapixels. Mais eux, ils ont une atmosphère. Et donc leurs pixels, ils ont beaucoup moins d'informations en tant qu'entité unique que nous. Chaque pixel d'Euclid a de l'information. C'est ça la clé. Donc si on repart en arrière, donc regardez cette galaxie. Je ne peux pas jouer la vidéo là aujourd'hui, mais là, la voilà. Là, vous la voyez ici. D'accord? Là, vous la voyez ici. Là, vous la voyez ici. Et là, elle serait ici. Voilà la puissance d'Euclid. Et c'est ça qu'on va montrer un peu plus ce mercredi. Donc ce troisième splash a eu un beau succès, de nouveau. Donc la fameuse vidéo YouTube était dans les bus de nouveau, on était dans Ciel Espace, etc. Donc on était tous très contents. Mais néanmoins, quand on a fait cette analyse statistique d'impact de taux d'exposition, on a montré que à chaque fois, comme l'aspect nouveauté est en train de s'atténuer, et on perd à peu près un facteur 3 à chaque nouvel effort. Donc il faut faire attention de ne pas créer une fatigue dans l'audience. Si vous faites une image tous les mois, les gens très vite, la presse va perdre intérêt. Donc la stratégie de l'ESA, c'est de faire de manière ponctuelle, un peu de parcimonie, et d'en faire un à peu près tous les 6 mois. D'où celui qui arrive mercredi, qui est 6 mois plus tard par rapport à octobre. Néanmoins, on voit que l'image toute seule, c'est plus assez. On avait fait des choses intéressantes, mais là, il faut avoir un peu plus d'éléments tangibles en termes de science. Et c'est pour ça que le rôle à présent de la collaboration scientifique dont je vous ai parlé, qui s'appelle le consortium Euclid, va être grandissant, parce que vraiment maintenant, on va s'appuyer sur des résultats scientifiques qui seront soulignés par des belles images. Voilà. Donc j'espère continuer à être impliqué là-dedans. Et donc je vous invite à garder l'œil ouvert ce mercredi, parce qu'on va faire, donc j'aurai produit des belles images sur ces 3 zones que vous voyez en jaune, qui correspondent à une visite de ce que vous aurez en bleu. Et vous verrez que c'est déjà beaucoup de galaxies. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Il y a des questions. Je voudrais vous remercier de votre exposé, vous féliciter pour le travail, mais il y a une question qui me taraude quand je vois vos belles images, et d'autres produites par d'autres équipes. Vous utilisez du traitement de signal extrêmement sophistiqué, avec tous les filtres, etc., nécessaires pour éliminer ce qui est dans le chemin, parler brutalement. Pourquoi est-ce que vous n'éliminez pas l'aberration stellaire hexagonale qu'on voit sur tous les marchés? Je sais que c'était comme ça dans les télescopes optiques, mais voilà ça. La diffraction? Oui. On pourrait. C'est avec les méthodes d'apprentissage, oui, on pourrait. Ouais. Alors, comme Euclid est à L2, donc il est en position, donc il est dans le plan de l'écliptique, donc il est toujours, il tourne toujours son dos au Soleil, d'accord? Et donc les fameuses zones qu'on va visiter de manière régulière, elles seront visitées à différents angles. Et donc déjà avec 2 visites, on est capable de les éliminer juste par éjection, parce qu'elles ne sont pas au même endroit. Donc il y aura des images dans le futur où elles vont disparaître naturellement. Par contre, si ça, effectivement, ça gêne visuellement, on peut les modéliser. En fait, attendez, j'ai un exemple. J'ai un exemple ici. C'était cette image. Attendez. Ou alors c'est le poster que je regardais. Attends, j'essaie de me souvenir. Enfin, il y a une réflexion parasite dans le canal optique, dans le canal infrarouge, une espèce d'arche. Et je n'avais pas dit à Emmanuel. Et puis un jour, il me dit, tiens, tu sais, ce nouveau patch. Puis je regarde, je dis, tiens, c'est marrant, il a éliminé les arcs. Il y avait des arcs qui me gênaient, exactement comme ce que vous dites. Et il me dit, bah oui, tu ne m'as pas donné l'image qui disait que c'était quelque chose à garder. Et donc, si j'arrive à faire une image où je lui dis, bah non, en fait, les pics de diffraction, on peut les éliminer, on pourra les faire. Ceci étant dit, le fait, c'est que quand vous regardez les images du Webb ou du Hubble, ou même du CFH, etc., la signature de la figure de diffraction de la pupille d'entrée, parce que ce que vous voyez, c'est la fameuse araignée qui soutient le miroir secondaire,
et ben c'est une espèce de signature. Quand vous regardez cette chose-là, on voit, ça c'est Euclide, ça ne va pas être juste les couleurs. Donc il y a une notion également de, on voudrait comme, ça plaît plus que ça ne déplaît, on va dire. Comment est-ce qu'on distingue que deux galaxies ou amas de galaxies ne sont pas à la même distance? C'est que on n'a pas une vue qui en fait en accumule. Voilà, alors, très bonne question. Donc là, je vous ai mentionné des compléments sol. Il y a les plus gros télescopes grand champ au sol sont impliqués. Donc il y a Subaru à Hawaï, il y a Pan-STARRS à Hawaï, il y a également le CFHT dont je vous parlais à Hawaï, il va y avoir le SST bientôt, il y a Blanco dans le sud. C'est les plus grands télescopes qui existent en termes de complémentarité d'informations, et eux ils observent dans l'optique, d'accord? Parce qu'on n'avait pas le budget ni le temps avec Euclide de tout faire depuis l'espace. Donc quand vous faites une mission spatiale, vous faites depuis l'espace que ce qui doit être fait de l'espace, sinon vous êtes recalé par l'ESA. Donc il faut, ils auraient dit, bah oui, non mais cette information, je vais vous expliquer quelle information, vous aurez pu l'obtenir du sol. Donc nous on a anticipé ça, on a dit, pas de problème, on fait de l'espace uniquement ce qui est propre à l'espace, c'est-à-dire l'infrarouge, parce que impossible à faire depuis le sol, parce que le ciel est beaucoup trop brillant, et depuis l'espace en termes de résolution spatiale, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc il vous faut cette mesure de forme extrêmement précise dont je vous parlais. Au niveau du flux dans l'optique, c'est critique parce que pour définir la distance des objets, on fait appel à ce qu'on appelle la distribution spectrale d'énergie. C'est-à-dire qu'une galaxie, on sait, elles ressemblent tous à peu près, hein, c'est une collection d'étoiles, plus ou moins vieilles, à une plus ou moins grande distance, et la distance va définir une certaine couleur, ou de décalage de ces couleurs. Et donc il vous faut le plus grand nombre d'échantillons de couleurs pour pouvoir quantifier cette distance. Juste avec les 3 bandes photométriques d'Euclide, les 3 bandes infrarouges et optiques, c'est juste pas assez, il n'y a pas assez de précision. Il vous faut vraiment 5 bandes supplémentaires dans le canal optique. Donc ça va de 400 nanomètres jusqu'à 900 nanomètres. Vous transformez votre domaine spectral avec 9 bandes, qu'on appelle les bandes dites Sloan, ou encore on appelle UGRIZ, c'est les standards en termes de bandes photométriques qu'on observe. Il vous faut ça. Et qu'une fois que vous avez cette information pour chaque galaxie, pour les 2 milliards, on a déjà anticipé ça fait 10 ans que je travaille là-dessus, sur ces télescopes au sol, cette fameuse campagne dont je parlais. On a anticipé ça. Et donc on a déjà 2 milliards de galaxies sur disque, pour lesquelles on sait exactement le flux dans les longueurs d'onde optiques. Et donc quand les informations Euclide arrivent, on a l'information supplémentaire infrarouge, on est capable de reconstruire la distribution en flux entre ces différentes bandes, et ensuite vous faites passer là-dedans des espèces de modèles, littéralement. On voit la morphologie, donc on dit, bon alors ça c'est une galaxie elliptique, on sait que les galaxies elliptiques c'est des galaxies de population vieille, on attend à des pics d'émission ci et là, donc je pense que je vais le coller comme ça. Ah, mais comme tout est décalé de temps, ça veut dire que la distance est de temps. C'est comme ça que ça marche. C'est ce petit jeu qu'on appelle les redshift photométriques, et qui est une énorme machinerie. Il y a des dizaines de codes qui existent à travers le monde. C'est vraiment un point clé, parce que ça permet de faire de la spectroscopie à très bas coût. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on a cette énorme campagne internationale avec des télescopes majeurs. Alors, est-ce qu'au stade actuel, ceci donne des indications sur l'énergie sombre? Alors, les premiers résultats qui sortent mercredi, il va y avoir 30 articles par le consortium Euclide. On a annoncé avec Pouler, c'est beaucoup trop tôt. L'analyse n'est pas encore propre, n'est pas encore prête. Par contre, on va annoncer sans doute que d'ici 1 an et demi, on aura le premier release, ça sera à peu près, je crois que c'est 14%, ouais, 14% des 6 ans. 1 sur 6, ouais, à peu près, qui va être de nouveau distribué au monde. Et en même temps, il y aura les premiers résultats cosmologiques. Mais c'est le temps que ça prend. C'est-à-dire que là, actuellement, ça fait 1 an qu'on a commencé à le relever, à peu près. Et depuis, il y a l'équipe qui fait le pipeline, pas le mien, hein, le vrai, celui qui fait du lourd au niveau de l'analyse scientifique, de pointe, qui sont extrêmement actifs pour produire un échantillon de catalogue, ce fameux catalogue, c'est le même concept que tout ce que j'ai fait, aux équipes scientifiques qui commencent à travailler et qui vont avoir à peu près 1 an pour produire les premiers résultats Cosmo. Donc on devrait avoir la première signature d'ici 1 an et demi. Mais
Okay, comme je vous l'ai dit, il y a une énorme compétition, forcément. Il y a déjà eu un prix Nobel à la clé. Donc là, c'est intéressant de regarder un peu comment ça marche au niveau de la compétition internationale. Et donc, vous regardez, l'énergie sombre a été découverte à travers le profil de brillance de supernova de type AA, comme on les appelle. C'est une supernova qui explose à un moment donné avec une masse spécifique, et on sait qu'en absolu, on connaît sa brillance. Et comme on connaît sa brillance en absolu, si vous mesurez une variation de sa brillance, vous avez une mesure directe de la distance. Et c'est comme ça que les scientifiques, dans les fin des années 90, se sont dit, tiens, c'est bizarre. Et eux, ils voulaient voir à quel moment l'univers allait commencer à se recontracter. Et au contraire, ils ont vu non seulement qu'il conduisait à s'étendre, mais en plus, il accélérait. C'est comme si vous lanciez un ballon en l'air, et puis non seulement il reste en l'air, mais en plus, plus il est haut, plus il s'éloigne. Voilà, c'était un peu l'idée. Et donc ça, c'était avec les supernovas. Ensuite, les gens ont constaté qu'avec les oscillations baryoniques, la distance entre les galaxies, vous êtes capable également de contraindre l'énergie sombre. Donc soudainement, on a vu des scientifiques à travers le monde dire « Ah, super, on va faire un plan qui fait ça, ça, ça ». Pendant ce temps-là, il y avait l'Europe qui disait « Nous, on va faire un télescope spatial ». Mais tout a pris du temps. Et pendant ce temps-là, il y a d'autres équipes qui ont dit « Ah oui, non, mais si on fait ça, on va pouvoir arriver plus tôt ». Et bien, ça n'a pas loupé. Il y avait ce que vous avez, il y a un groupe de sages, on va dire, qui s'est assis autour d'une table au début des années 2000, et qui s'est dit « Tiens, on va définir des étapes dans la chasse à l'énergie sombre ». Et ils ont défini les étapes 1, 2, 3, 4. Et 1, c'était les supernovas, c'est en gros raffiner ce qui avait été fait. 2, c'était des relevés un peu plus avancés sur les supernovas. Donc ça, on a fait ça entre 2000 jusqu'à 2012 à peu près. Et ensuite sont arrivés les relevés photométriques, un peu comme Euclide, mais avec des télescopes au sol. Pas aussi bien, mais ça a permis de faire avancer la connaissance. Et stage 4, donc c'est là on y est, c'est Euclide, c'est ce type de mission depuis l'espace, très lourde, ou bien le SST, avec un télescope de 8 mètres qui arrive avec sa caméra de 3,2 gigapixels. Eux, ils commencent d'ici un an à peu près depuis le Chili. Vous avez Roman qui arrive bientôt également, qui est une cible infrarouge qui va faire une étude comparable. Et il y a DAISY. Et DAISY, alors très remarquable, c'est les Américains, pragmatisme absolu avec la Department of Energy, qui a reconverti un télescope de 4 mètres à Kitt Peak, qui est près de Tucson, et l'a équipé d'un méga spectrographe qui sonde l'univers à peu près, pas aussi loin qu'Euclide, mais dans la première gamme jusqu'à un redshift de 1, à peu près entre 1 et 5 milliards d'années. Mais déjà, vous avez une signature très forte de l'énergie sombre. Et la question qu'on s'est tous posée il y a de nombreuses années, c'est qui va gagner cette course ? Qui va être le premier à vraiment avoir les premiers résultats de raffinement de ces paramètres cosmologiques ? Je pense que c'est clair que ça va être DAISY, quoi. Et là, malheureusement, concours de circonstances au niveau des dates, c'est que mercredi, c'est également le jour où ils annoncent leurs résultats. Donc on va avoir et Euclide et DAISY. Et je ne sais pas du tout quel est leur résultat, mais quand je parle aux collègues, parce que j'ai des collègues CEA qui travaillent également sur DAISY, ils ont un petit sourire en coin, et donc on va voir. Donc, néanmoins, c'est pas parce qu'eux sont arrivés les premiers pour avoir un premier résultat que ça rend Euclide obsolète. Parce qu'eux regardent dans une sonde donnée, Euclide regarde une autre sonde. Donc au final, les deux sondes, comme elles sont plus ou moins orthogonales, c'est quand, je ne sais pas si vous connaissez ces bananes qu'on fait en Cosmo, vous avez les contraintes des paramètres, et donc vous faites croiser vos probabilités, etc. Et donc le point de croisement, c'est ça qui définit votre précision de votre modèle cosmologie. Ça dépend toujours d'un croisement entre les différentes sondes. Donc Euclide reste totalement pertinent. Mais la question, c'est qu'on ne risque pas d'être les premiers. Ouais. Et pendant ce temps-là, il y a les gens, ils ne restent pas à se tourner les pouces. Les gens des supernovas, on n'en a plus entendu parler pendant un bout de temps. Et puis finalement, ils sont en train de revenir parce qu'ils ont œuvré à vraiment résoudre des problèmes qu'ils avaient sur une certaine gamme de distance sur leur supernova. Et là, pareil, ils pourraient être dans les 6 mois, 1 an, arriver avec quelque chose de pertinent. Bon, là, il y a du monde. Et ce n'est pas simple pour Euclide de faire ça. D'où mon humble... les journalistes me regardaient un peu perplexe quand je disais ça, mais je pense que ce qui est intéressant au niveau d'Euclide, c'est ce qu'on ne sait pas encore. C'est que, comme on a un télescope qui a une capacité de voir l'univers comme nul autre télescope avant, alors que ces autres missions elles regardent exactement le point, machin. Le fait que Euclide, c'est un filet à lumière, on attrape tout, on voit des choses, on n'a pas encore eu le temps, parce qu'on est peu nombreux au final, là, et on a très peu de temps, il faut renseigner, il faut faire ceci, il faut faire des rapports, il y a plein de choses. Le temps qu'on peut passer à regarder les images,
Il est réduit et il y a une information, vous avez vu, elle est colossale. Et là, on fait appel à présent à des méthodes de machine learning, etc., pour faire le travail pour nous. Mais il faut quand même garder l'esprit critique dans tout ça. Donc, il faut passer le temps à regarder les images. Donc, combien de fois je l'ai dit à mes utilisateurs depuis toujours, regardez vos données, regardez vos images. Il faut prendre le temps de regarder les images et d'avoir des idées, des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, moi, je pense que Euclid ne va pas être incrémental au niveau de l'énergie sombre. Il va avoir une influence importante. Mais je pense qu'au niveau de la science non dark energy, qui est tout l'astrophysique de manière générale, ça va être, c'est une mine d'or ce télescope, parce que ça vous donne une référence du ciel comme on n'a jamais eu. Vous êtes convaincu? Ok. Eh bien, merci beaucoup.